Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. La douleur est atroce. Le quotidien difficile des parents sans moyens financiers, c'est en quelque sorte la triste réalité de certains accidentés que nous recevons, des accidentés bien entendu abandonnés à eux-mêmes, que nous recevons dans le cadre de cette émission Regard social. Et pour ce soir, nous recevons Patrick et Madison qui sont deux victimes de ces accidents de la circulation. Vous voyez bien les commentaires, à travers les commentaires et autres gestes qui seront également faits sur ce plateau, les parents aussi qui vont témoigner de leurs difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la grand-messe du jeudi soir sur Equinox. Je vous l'ai dit, ils sont là, ils vivent des moments difficiles de leur vie avec notamment des douleurs atroces. Il est avec nous, Epan Ngando Madison, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Vous êtes mal assis. Pourquoi? C'est parce que j'ai la douleur au pied, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne peux pas bien m'asseoir. Si je mets l'appui sur ce pied, ça va vraiment me faire mal. Je ne peux pas mettre le pied seul. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accident. J'ai fait l'accident et je me suis cassé le pied. Ça ne va pas. Racontez-nous, qu'est-ce qui est arrivé? L'accident s'est passé comment? Je suis en train de rouler comme je faisais mon benskin. Mon benskin que je faisais, la voiture m'a cogné. Je suis tombé. Je me suis cassé la cuisse. Elle m'a amené à l'hôpital de la Quintini. Je me suis retrouvé à l'hôpital de la Quintini. Que les benskineurs m'ont porté et m'ont amené là-bas. C'est là que je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Vous étiez inconscient, vous ne saviez pas? J'étais au coma. Au coma parce que je me suis réveillé après. Puis le docteur a tassé une somme d'argent. Ça ne pouvait pas m'aggraver, mais ils m'ont ramené à la maison. Ils m'ont ramené à la maison pour me donner chez le masseur. C'est là que le masseur me masse le pied. Et ça n'a pas marché. J'ai pris vraiment que... Il n'y a pas que votre cuisse, il y a également votre genou qui n'arrive pas. Il y a le cuisse, la cuisse et le genou. Il faut soulever, ça ne peut pas se plier. Pas se plier. Ok, veuve Julienne, vous êtes la grand-mère de cet enfant. Oui. Il ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé le jour de l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que dès que le bensikineur là, il y a son ami qui vient souvent à la maison. C'est lui qui est venu m'appeler à la maison. Moi, je suis veuve de 7 mois. Je suis à la maison comme ça. Je ne fais rien. Parce que je suis veuve, je ne sors pas encore. C'est là qu'on vient me dire que l'enfant a fait l'accident. Je cours alors maintenant, je pars à la Quintini. J'arrive à la Quintini, c'est là qu'on me dit que l'accident qu'il a fait là, le pied est cassé. Il faut qu'on opère le pied là. Pour opérer alors le pied maintenant, il faut l'argent. Il faut combien? On me dit que là, il faut d'abord 800 000 pour commencer le traitement. Après, on va voir ce qui va se passer après l'opération. Je suis là, papa, je n'ai pas l'argent. Je viens de perdre mon mari, comme vous me voyez. Je n'ai rien. Vous-même, vous savez, les veuves de nous, les Noirs, comment nous sommes. Ça m'a dépassé. Je ne peux pas passer l'enfant si je les ai pris. Leur mère est venue me laisser les enfants si, étant petit. Je lève les enfants si avec mon mari sans problème. Il était là, il se battait pour qu'on mange. Maintenant, il ne vit plus. Maintenant, il ne vit plus. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est là que là, à l'hôpital, il y a les gens qui ont pitié, des gens qui me disent que maman, amène l'enfant à la maison. Peut-être le masseur on peut masser le pied là. Très bien. Je voudrais bien comprendre avec vous. Vous arrivez à l'hôpital avec l'enfant
Et, J'ai trouvé l'enfant à l'hôpital. Oui, ce ne sont pas les médecins qui vous demandent de sortir avec l'enfant. Non. Ce sont d'autres patients qui sont là, qui étaient là. Oui, parce qu'ils ont vu que je n'ai pas l'argent. Je suis en train de pleurer que je n'ai pas l'argent là, je vais faire le pied là comment. Je supplie même le docteur de la cantine, c'était là à la cantine. Je supplie que maman pardon. Personne ne me regarde pas. Comme nous sommes là à l'urgence, c'est là que nous sommes. On ne nous regarde même pas. C'est là qu'on nous a dit que j'ai vu que ok, si on peut on peut masser le pied, on peut aller à la maison. C'est comme ça que nous sommes partis à la maison. On a amené le masseur là. Le masseur a commencé à masser le pied. Il vient tous les jours. Après avoir tous les jours, il a fait 1 mois, tous les jours. 2 mois, il fait 4 jours avant de venir. 3 mois, une semaine avant de venir, jusqu'à ce que il y avait la blessure là-bas, que l'os, toi-même tu vois comment l'os est sorti. Il y avait la blessure là-bas. Dès que la blessure là est finie, c'est là que je vois que l'os n'est pas rentré à sa place et s'est gonflé comme ça. Et ça lui fait mal. Chaque soir, on ne dort pas. Alors, il faut déjà rappeler que la fracture est au niveau de la cuisse. Oui. Au niveau de la cuisse et au genou. Et au genou. Et au genou aussi là. Le genou là, il ne peut pas mettre le pied comme ça va derrière comme ça. Quand je mets le pied, ça se... Quand il dépose le pied je voulais tester. Je me suis réveillé pour regarder si vraiment mon pied est cassé. C'est là que je me relève, je vois comment mon pied, si tombé, mon pied est parti un côté en l'air comme ça. Et c'est là que ça... Oui. Tu vois ça. Et ici, je me suis relevé, tombé, mon pied est monté. Soulève l'habit, on peut voir exactement où c'est cassé. Voilà. Là. Donc ici, c'est le bout de l'os. C'est le bout de l'os. C'est l'os qui est sorti, qui avait déchiré là. Et même le genou, je ne sais pas comment, le genou aussi, c'est on ne sait pas, l'os est sorti là-bas et le genou, on ne sait pas comment. Pourquoi le genou ne plie pas, ça ne se plie pas, et ça, il ne peut même pas se tenir un peu debout. Il ne peut même m'asseoir, il ne peut pas m'asseoir, n'importe comment. Depuis le jour que le pied s'est cassé, je souffre. Alors, c'est depuis le mois de janvier que vous avez eu ce choc? Depuis le 10 janvier. Le 10 janvier. Et jusqu'à ce jour, l'os n'a pas encore été positionné? Pas encore. Le masseur a fait ce qu'il avait à faire, sans résultat. Oui. Comment vous faites pour vivre avec lui? Parce qu'apparemment, c'est la douleur toutes les nuits. Papa, je ne sais pas comment je vis. C'est grâce à Dieu que nous on vit dans notre maison là. Que vous avez vu l'autre jour là. C'est grâce à Dieu. Parce que Dieu est grand. J'ai vu comme ça là. Et la famille africaine ne sait même pas que vraiment la personne qui était ici là n'est plus, même pas une boîte de tapioca. Personne ne vient pas nous donner. Le bain sikin là, il est parti chercher le bain sikin chez son ami pour chercher même au moins un peu quelque chose pour amener à la maison. Il part comme ça tous les matins. Le gars là travaille la nuit et lui, il prend le bain sikin le matin pour aller lui donner ça à 18h le soir. C'est comme ça que nous on vit à la maison. C'est grâce à lui. Maintenant, alors, moi, je ne sais pas, toi-même, tu étais à la maison l'autre jour, tu vois même comment partout, il y a l'eau partout. C'est comme ça qu'on m'a laissé. Je suis dépassée. Alors, le véhicule qui vous a cogné, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Son véhicule était assuré? Je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne savais pas si c'était assuré. On ne sait Votre pas. moto n'était pas assurée vous-même? C'était pas ma moto, c'était la moto de mon ami que je pointais avec. Donc, je n'avais pas de moto à moi-même. J'ai la moto de mon ami que j'empruntais pour travailler avec. Qui n'était pas aussi assurée? Qui n'était pas assurée. Oui. Et qu'est-ce que le chauffeur a fait du véhicule qui vous a cogné? Je ne me souviens pas parce que après avoir fait l'accident, j'étais au coma. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a seulement raconté après. Après, j'étais à la maison, que le masseur me massait le pied. Grand-mère, dites-nous, après l'accident, vous êtes arrivé à l'hôpital. Le chauffeur a fait quoi? Moi-même, je n'ai pas vu le chauffeur là. Je n'ai pas vu le chauffeur. Arrivé à l'hôpital, je n'ai pas vu le chauffeur. On me dit que le chauffeur
la voiture à la gendarmerie de Bonamsadi. J'arrive à la gendarmerie de Bonamsadi. Je ne vois pas le chauffeur. Les gendarmes me disent que madame, va dehors, nous on ne garde pas les voitures ici là. So, je suis sortie. Comme moi, je suis femme, moi-même je ne connais pas les choses là. Je suis arrivée là-bas, on m'a chassée. Je suis rentrée à l'hôpital. Et vous avez abandonné? Je ne suis plus allée là-bas parce que je n'ai même pas vu la personne. J'ai seulement dit, même la voiture là, tu ne peux pas me dire que j'ai trouvé beaucoup la voiture là-bas. Je ne sais pas quelle voiture qui a cogné l'enfant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est vous qui supportez toute la douleur aujourd'hui avec cet enfant parce que vous m'aviez dit que son père ne vit plus. Et sa mère est venue la laisser chez vous étant tout petit. Elle est partie également. Je ne sais pas là où elle est. Je ne sais pas. Vous êtes désormais sa mère, son et père. Son père et tout. Maintenant que votre mari également est décédé, et il est difficile pour vous de vivre avec lui. Papa, c'est grâce à Dieu. On remet tout ça à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est très difficile. Dites-nous, racontez-nous un peu vos nuits. Comment ça se passe? La douleur, c'est à quel moment ou bien ça vient de façon improvisée? La nuit, quand je dors, quand je m'allonge, dès que je me couche un peu sur le pied, je commence à crier dans la nuit avec le pied ici. Je commence à crier, je crie, je pleure. Et c'est là que ma grand-mère vient, il met le chanto, le truc qu'on appelle le chanto. Il commence à me, sinon il commence à me masser avec le pied. Je ne dors pas avec ce pied. Depuis que j'ai fait l'accident, je ne dors pas, les reins me font mal. Parce que la façon que je reste un côté, toujours un côté, et la béquille ici, les manches, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, ce sont des nuits blanches carrément que vous passez. Encore que vous ne mangez même pas bien parce qu'il n'y a pas à manger chez vous. La grand-mère, seule, se débrouille à retrouver quelque chose à manger. C'est elle maintenant qui est tout pour moi. Quand je suis à la maison, je pleure, elle me donne à manger. Je fais tout. Maintenant, mon problème, c'est manger, boire, dormir, boire de l'eau et dormir, et pleurer la douleur nuit et jour. Quand je vois mes frères et mes amis, ils sortent chaque matin pour se battre pour aider les gens. C'est vrai, moi je ne parviens pas. Je suis mal à l'aise avec ce pied à la maison. Ça ne va pas, pardon. J'appelle souvent qu'on m'aide avec le pied ici. Parce que le pied ici, ça ne va pas. Ça ne va pas avec ce pied. Ça ne va pas. Je ne parviens même pas à marcher avec les épaules. Tout le corps me fait mal. Si je me déplace un peu. La douleur part du niveau de la cuisse, la cuisse ici, genou, même ici, au niveau de la pas hanche. tout le hanche là. Jusqu'au genou. Là, je ne peux pas déposer le pied au sol. Si je dépose le pied au sol, mon pied, ça balance. Oui, ça ne peut pas. Et c'est le bout, là où c'est enflé, c'est l'os. C'est l'os. C'est l'os qui s'est cassé, qui a déchiré la cuisse. Alors, maman, qu'est-ce que vous attendez? Papa, me voici. J'ai pris seulement aux populations de m'aider que l'enfant-ci essaie de marcher parce que c'est lui qui est déjà grand dans ma maison, comme vous l'avez vu l'autre jour. C'est lui qui est déjà grand qui peut m'aider jusqu'à ce que je sors dans le truc que je suis ici, là, dans la maison, là, pour commencer même à chercher à faire quelque chose. Comme je suis dans la maison, je ne fais rien. Parce qu'on ne m'a pas donné l'autorisation de faire quelque chose. J'ai resté d'abord là 1 an avant de chercher quelque chose à faire. Je suis alors là comme ça là. C'est lui qui m'a dit. Quand il est comme ça là, papa, pardon, aidez-moi. Aidez-moi pour le pied de l'enfant. Parce que quand je pense comment son père vivait vraiment, maintenant aussi, même mon mari aussi, je n'ai personne. Je n'ai personne qui peut m'aider pour l'enfant. Pardon. L'opération reste difficile, la vie est également très difficile pour vous aussi, à vivre avec cet enfant qui a pratiquement l'os de sa cuisse cassé.
ça prendra du temps pour remettre en forme cette jambe. Vous avez rencontré les médecins entre-temps quand même? En dehors du jour où vous êtes arrivé à la Quintini, on est arrivé à la Quintini avec lui. Oui. Le jour où ma soeur m'a dit d'amener l'enfant à l'hôpital pour regarder comment l'osseille est là-bas dedans. On était à l'hôpital d'ici de Daïdola. Vous avez fait la radio? Oui, on a fait la radio et c'est là qu'on voit que l'os n'est pas rentré à sa place. Voilà pourquoi il a mal, parce que l'os n'a pas rentré à sa place. Et chaque fois qu'il bouge le pied, il a mal. Il y a la douleur, oui. Il sent mal. Oui. Alors, vous regardez la caméra, vous dites aux téléspectateurs ce que vous attendez d'eux. C'est pour ça que vous êtes venu sur ce plateau. Qu'est-ce que vous leur dites? Vraiment, j'ai pris que la population m'aide avec ce problème de pied, que je souffre depuis le 10 janvier. Je n'ai personne devant qui peut m'aider à résoudre mon problème. Je supplie le monde qui me regarde. Vous avez laissé l'école à cause de ça? Que j'ai laissé l'école à cause de ça. Laissé même tout à cause de ça. Je supplie la population de me regarder, m'aider sur ses pieds. Je prie Dieu pour eux, qu'il m'aide à résoudre mon problème. Ok. Alors, Julien, c'est votre petit-fils, c'est votre fils carrément, parce qu'il n'a plus de père, il est orphelin de père. Aujourd'hui, sa mère ne sait pas où elle se trouve. Il est face à cette situation. C'est vous qui devez trouver la solution. Comment vous allez faire? Je vais trouver la solution. Voilà pourquoi je suis venue vers vous, pour que vous m'aidiez. Parce que je ne peux pas, je n'ai pas de solution à trouver. Je sais que si je viens vers la population, peut-être vous allez m'aider pour que mon enfant guérisse. C'est ça. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Vous me voyez. Je ne suis même pas, je suis même plus jeune que je vais dire que je vais travailler et je vais résoudre le problème qui est ici là. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'argent, je ne peux pas avoir ça. Voilà pourquoi je suis venu vers vous, pour que vous m'aidiez. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Il y a bien entendu le cas de Patrick Dechoa, qui est avec sa maman sur ce plateau. Bonsoir, Patricia. Alors, vous arrivez à l'instant, on comprend bien pourquoi, parce que vous avez eu du mal à arriver jusqu'ici avec votre fils. Il souffre de quoi? Le mal de genou. Je voudrais rappeler ici que vous êtes centrafricaine et que vous avez épousé un Camerounais qui a été assassiné en Centrafrique sous vos yeux, bien entendu. C'est pour cela que je suis ici. Pour que le monde est tenté de me regarder, puisse faire quelque chose pour mon fils. Parce que là où je suis, je n'ai personne pour m'aider. Si j'avais une personne, je ne devais même pas venir ici. J'ai fini tous les hôpitaux de Douala. Je n'ai pas trouvé la solution parce que je n'ai pas l'argent. L'argent qu'on m'a demandé pour payer, c'est beaucoup. Ça me dépasse. Oui, il souffre d'une douleur au niveau du genou. Alors, tout est parti de la brutalité dont il a été victime, parce qu'il a passé 2 jours ligoté. Oui, pendant l'exaction en Centrafrique, il était pris par les anti-Balaka, soi-disant qu'il est musulman, et il avait ligoté pendant 2 jours pour l'assassiner. Mais ils n'ont pas... C'est votre micro, vous parlez dans le micro. Ils n'ont pas le signe de musulman sur son front. C'est pour cela qu'il était libéré. Et depuis qu'il était libéré, il n'a pas la santé. Les autres problèmes, c'était parti. Mais le problème de son genou, ça ne part pas. Parce que c'est déjà compliqué. Le médecin m'a dit que c'est pourri dedans, il n'a plus de genoux. Donc, c'est pour cela que je me suis approchée de vous
vous qui êtes en train de me regarder, pour que vous puissiez aider votre fils, parce que je n'ai pas vraiment de moyens pour l'aider. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors, son père est de quel village? Parce que vous m'avez dit que son père est de Son papa Bana. s'appelle Détua Pierre, il est de Bana. Moi, je suis centrafricaine. Celui qui a été égorgé devant vous Oui, en Centrafrique, bien Oui. entendu. c'est mon mari, il s'appelle Détua Pierre. Et votre belle famille ici, vous l'avez retrouvée? Pas encore. Je suis en train de les chercher. Peut-être par cette émission, ils sont en train de me voir. Ils peuvent me contacter par mon numéro qui est 657 63 58 67. S'il vous plaît. Je suis Madame Détua Pierre et je m'appelle Ndovola Patricia. Votre mari a été tué, assassiné devant vous, et c'est le père de cet enfant qui est avec nous sur ce plateau, qui est en train de perdre son genou, Oui, parce que c'est les bien médecins ça. ont dit qu'il n'a plus, il risque de ne plus, en tout cas, marcher. Oui, il ne peut plus marcher. Il n'a plus de genoux. Que tout cela s'était déjà gâté. C'est pourri dedans. Donc c'est pour cela que ça coule toujours le pus. Le pus coule toujours dedans. Il n'a plus de genoux. Si on n'opère pas, il ne peut même pas marcher. Et on peut aussi couper son genou là comme ça. Donc c'est pour cela que je suis là. Il était élève en classe de première, il a abandonné l'école à cause de cette Oui, douleur. à cause de cette douleur-là, il a abandonné l'école. Il était en classe de première. Il ne fréquentait pas bien à cause de ça et depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fréquenté. Il est seulement à la maison. Donc c'est pour cela que je me plains auprès des papas qui sont en train de me regarder parce que c'est votre fils en tout cas. Ce n'est pas mon fils seulement, c'est votre fils. Aidez-lui s'il vous plaît. À l'hôpital, on vous a demandé combien pour l'opération de son genou? On m'a demandé 1 775 900. Et je n'ai pas ce montant-là. Regardez-moi où je vais aller trouver cet argent-là. Je vais trouver ça chez qui? Dans ce pays qui va me donner ça. Moi-même, je suis malade. Regardez ma bouche. On voulait enlever ça. Je n'ai pas le moyen pour enlever ça, reste là. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Je veux seulement la santé de mon fils. C'est mon fils qui me préoccupe. Il s'appelle Patrick Détua, qui est d'ailleurs un jeune Camerounais qui vivait en Centrafrique. C'est à la suite de la crise sociopolitique de ces pays qu'il a été victime notamment de cette brimade qui a créé tout ce que ça a pu créer au niveau de son genou. Et donc aujourd'hui, il subit tout ça. Il a réussi à partir de là pour le Cameroun. Patrick est avec nous sur ce plateau. Il devra nous dire un mot quand même. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous nous racontez un peu ce qui s'est passé en 2 secondes? Oui, quand j'étais là-bas en Centrafrique, en fait, c'était aussi pour les études. Quand la guerre a commencé, je suis allé dans un quartier, il y a les chrétiens. J'étais sur le vélo. On m'a mis un bâton dans le roue, sans disant que j'étais un musulman. Ils commençaient à me taper, lapider. Il n'y avait pas la machette. Et ils m'ont ligoté en attendant leur chef. Et quand leur chef était venu, il y a aussi parmi eux qui étaient venus. Ils fouillaient au niveau de mon front. Ils n'ont pas vu la tache noire qui est ici. Ils disaient non, c'est pas un musulman. Ils discutaient quoi. On m'a libéré. Et j'ai fait un peu les soins locaux comme ça. Mais Vous ça avez allait. passé 2 jours 2 jours, ligoté. oui. Oui. C'était ça. Et ils m'ont libéré. Je suis rentré à la maison. Je ne suis pas de petit corps comme ça. C'est juste que quand la maladie est venue, je suis venu tout comme vous me voyez. Et je n'ai pas pu fréquenter. Je fais la première CG. Je n'ai pas pu fréquenter depuis, puisque je n'arrive même pas à plier. Partir à la toilette, ça me dépasse, me laver. Marcher même, je n'arrive pas. C'est ma mère qui est là, toutefois à côté de moi, pour me nettoyer mes urines, mes caca, ici de là, mes habits, c'est elle qui lave. Partir même à l'hôpital, faire le pansement, c'est elle qui est là. Donc,
moralement et psychologiquement, je ne suis pas bien dans ma tête. Pour mon âge, que je suis en train de voir comment je souffre. Et vraiment, je ne me sens pas bien. Vous êtes orphelin de père, il faut le rappeler. Oui. Également, vous cherchez la famille de votre papa. Oui, je suis bien orphelin de père et depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas pu trouver mes parents qui sont de côté Bamileke. Donc, je suis là. Si vraiment ils me regardent pour le moment, il faut qu'ils fassent effort de me trouver, il fait quelque chose pour moi. Parce que vraiment, ça ne va pas, ça ne marche pas. Très bien. Vous avez compris, en tout cas, les témoignages aussi pathétiques, en tout cas, de ces enfants qui sont sur ce plateau et les parents aussi qui sont venus les accompagner pour témoigner de la souffrance que vivent notamment ces jeunes depuis plusieurs années, pour ce qui est du cas de Patrick, et depuis quelques mois, pour ce qui est du cas de Madison. Donc, ils ont besoin de vous, besoin d'aide pour pouvoir sortir de ces difficultés. Et comme nous savons bien comment vous êtes nombreux à pouvoir les accompagner, nous vous invitons à parcourir un peu l'environnement immédiat dans lequel vivent ces jeunes, ces parents, ces familles. Difficile justement de vivre dans cet environnement et pouvoir s'en sortir. Donc je vous invite à suivre le reportage qui a été réalisé avec la caméra de Warren Z2 et la voix de Xavier Foka. Sous le ciel plein de nuages, le lieu dit ancien dépôt de planches, nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Assis dans un coin, au milieu des habitations, Patrick et sa mère, les deux personnes se concertent. C'est pour chercher la solution à la situation qui traumatise le petit Patrick. Patrick Dutoit est un jeune Camerounais né en République centrafricaine. Après le décès de son géniteur, originaire de Bana, dans le Onkam et région de l'Ouest du Cameroun, assassiné devant son épouse lors des troubles sociopolitiques qui ont secoué la République centrafricaine, la mère de Patrick se souvient de ces tristes moments. C'est une femme, faut pas la brutaliser. Dès que mon mari a dit comme ça devant moi, ils ont fait tomber mon mari devant moi, ils ont égorgé mon mari. Le sang a jailli même sur moi. Je vous en prie, la douleur que j'ai là, je ne sais pas qui peut supporter cette douleur. Et que jusqu'à un enfant a des problèmes aujourd'hui, que je n'ai même pas l'argent pour m'occuper de mon enfant, même pour lui donner à manger. C'est un enfant qui est gros, mais maintenant il est devenu maigre par rapport à tous les problèmes que j'ai. Patricia est de nationalité centrafricaine. Elle vit au Cameroun depuis quelques années et abandonnée à elle-même. Son fils Patrick, victime des atrocités lors des mêmes moments tristes, paie le prix de tout ça au Cameroun. Je viens passer 2 jours attaché, rien comme ça. Et c'est ça qui a traumatisé mon genou. Je n'arrive pas à plier, ça me fait mal, le douleur. Le jour au jour, j'ai toujours de douleur. Non, ça ne va pas. Même pour aller à la toilette, c'est les problèmes. Me laver, c'est les problèmes. Je ne peux pas rester sur mon pied. Tous les jours, je prends que les anti-inflammatoires. Patrick a un genou traumatisé pour avoir passé 2 jours ligoté par des sang-froids nilois au pays de sa mère. Quand je suis parti, je suis venu ici à l'hôpital. J'ai fait l'échographie. On m'a dit qu'il y a une masse de sang et le genou s'est infecté. On a fait juste un drainage et le vrai problème, on n'a pas pu régler ça parce qu'on a demandé d'opérer et l'opération là me coûte plus de 2 millions.
Donc c'est ça qui a fait en sorte que je n'ai pas eu mon traitement. Les anti-Balaka qui sont des chrétiens, ils ont confondu mon enfant, soit disant qu'il est un musulman. Il a ligoté 2 jours. Tout ça, là, c'est par rapport à ça qu'on l'a ligoté. C'est ça qui a créé ce problème jusqu'aujourd'hui. Ça coule chaque moment. Il faut que je nettoie tout moment, je nettoie. S'il vous plaît, aidez-moi. Patrick de Tua souffre énormément. Sa mère cherche en vain sa belle famille au Cameroun. Pas de moyens financiers. Cette famille n'a pas de repères. Et le genou de Patrick ne cesse de se détériorer. J'ai arrêté l'école à cause de ça. Je ne peux plus même fréquenter, même ni marcher. Mon genou, ça ne va pas. Ça est en train de pourrir doucement à l'intérieur parce qu'il n'y a pas l'argent. Et le pus ne cesse pas de sortir. J'ai mal, ça ne va pas. Tout ce qu'on fait, ce sont les soins locaux. Ça ne marche pas. Même le cartilage ici, c'est déjà, il n'y a plus de cartilage donc. Et comme le pus sort, la blessure ne peut pas se cicatriser. Ma mère là, elle aussi, elle n'a pas de moyens pour me faire soigner. Père est déjà mort. Donc je suis là seulement comme ça. Il ne peut pas marcher. Je suis fatiguée de lui porter sur mon dos pour aller à la toilette. Je suis fatiguée de lui porter. Maman, porte-moi, je vais aller pisser. Je suis fatiguée. C'est pour cela que je vous demande de m'aider. Pardon, s'il vous plaît. Vous qui êtes en train de me regarder, ne me laissez pas. Depuis après la mort de mon mari, je n'ai personne pour m'aider pour mon fils. Il n'y a que l'unique mon fils. S'il ne va pas à l'école, qui va m'aider demain? Patricia et son fils se confient à vous. La guérison de ce jeune Camerounais dépend des âmes de bonne volonté. Elle se lâche. Bibara là, il t'a chimé centrafricain, c'est quoi qu'il y a au Cameroun. Même à la soirée qu'il y a Belindo, c'est là que Bambi na Limoso. Mais on a la chitene à la mouma boko na Itacha la Patrick. Bien sûr, quand il y a Gela Doublé Gelambi, mais le Dana fini encore à paix. À la mouma boko lambi chitene, aider Patrick à passer opération, Patrick à Tamoula. Peut-être que le petit mambo qu'on a cordron, il a son zapassar à école que Patrick a fait guapé. Bien gana zosa petit mambo qu'on a bien mi penser, mi compter qu'il en doit la Itachi bien centrafricain, c'est là que Bambi dans des maisons. À la Zambia, par la mambo qu'on a mis. Big Bou guerre, là, là que Bambi à la mambo qu'on a mis. J'ai demandé à tous les centrafricains qui sont en train de me regarder, de m'aider par rapport à mon fils. Patrick de Tua n'est pas le seul cas social de ce soir. Pour que on me donne un peu l'argent, pour que le chirurgien là opère le pied ici, pour que ça marche. Je supplie seulement. C'est donc là le quotidien de Madison et bien entendu Patrick. Difficile pour ces jeunes gens de pouvoir vivre et passer la nuit en toute quiétude. Difficile également à cause de la douleur atroce, également vécue lors des témoignages de leurs parents. Vous avez suivi quelques-uns d'entre eux, les enfants eux-mêmes qui ont témoigné de ce qu'ils vivent au quotidien, à la suite notamment de tout ce qui leur est arrivé. Alors, sur ce plateau, pour davantage comprendre ces différents phénomènes, nous avons donc Dr Yemi Racine qui est avec nous. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Oui. Vous êtes médecin et médecin-chef de l'hôpital Sébec, c'est à Bonabéli, ici à Douala. En effet. Vous êtes un habitué des cas, des accidentés bien entendu, raison pour laquelle vous êtes invité sur ce plateau pour nous dire un peu quelle est la méthode que vous utilisez chaque fois qu'on peut apporter un cas d'accident chez vous. Ça reste un hôpital de référence encore jusqu'ici. Merci Flavien de me donner l'opportunité de pouvoir apporter un avis sur ce genre de cas. C'est des cas que nous recevons tous les jours. Nous avons des malades abandonnés. Un accident arrive suite à un traumatisme sur la voie publique. Celui qui l'amène,
peut payer les premiers soins et après il s'en va. Mais comme nous sommes obligés d'apporter une main forte, de donner la vie aux patients, nous le prenons en charge. Et parfois, au bout des comptes, le malade s'enfuit, il disparaît. Bon, ben, on n'a pas de choix, on est obligé de venir en aide à ceux qui sont là. Bon, il y a d'autres où les familles essaient quand même d'une manière ou d'une autre de pouvoir cotiser pour pouvoir subvenir aux soins. Mais 75% des cas, puisqu'on sait que nous sommes un hôpital confessionnel, la plupart, après qu'ils aient subi des soins, soit ils laissent une reconnaissance de dette ou alors ils trouvent un moyen pour s'échapper. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Assongni Pico, bonsoir. Bonsoir, Flavien. Vous êtes enseignant, chercheur, socio-anthropologue. Vous avez également suivi ce reportage. Vous avez discuté en off avec ces deux cas. Oui, Flavien, nous disons déjà merci aux téléspectateurs qui nous regardent à travers Equinox TV dans Regard Social. C'est des problèmes de société suffisamment traumatisants et qui nous poussent à beaucoup de réflexion parce que ce jeune garçon, il est à l'âge de 23 ans, il est à la fleur de l'âge et son problème est le problème de beaucoup de jeunes, à savoir, ils vont à l'école, parfois ils n'ont pas de moyens de soutenir leur écolage et puis ils se retrouvent dans la rue. Et le premier métier, ce fameux métier de transport, qui n'en est déjà pas un, mais une débrouillardise qui est devenue un métier, le transport par moto, nous amène à réfléchir, à revoir la jeunesse et sa destinée. Et surtout les moyens de support qu'ils devraient avoir pour se retrouver dans un cadre acceptable. C'est faute de mieux que les jeunes se retrouvent dans ces situations. Et chez nous, il n'y a aucun moyen d'accompagnement sûr. Et le médecin vient de le dire tout à l'heure, ça pose également de très graves problèmes de prise en charge des malades dans nos centres hospitaliers. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, Dr Ngandieu Francis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien traumatologue. Oui, je suis orthopédiste et traumatologue. Voilà. Avec vous aussi, nous allons davantage comprendre qu'est-ce qui peut arriver à ces jeunes après soit le cas d'accident, soit le traumatisme dont est victime Patrick, après avoir passé 2 jours ligotés, tout cela crié, ce qu'il subit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a presque plus de genoux. Oui, en effet, les 2 cas que nous avons aujourd'hui sous la main sont effectivement des cas assez compliqués. Surtout le patient, le jeune, qui a été interpellé pendant 2 jours. Alors, lui, on dit qu'il n'a presque plus de genoux. Bon, on va dire que c'est un euphémisme, il a encore un genou, mais un genou qui n'est pas dans un bon état. La grosse question qu'on se pose, c'est pourra-t-il récupérer son genou? En général, on peut presque toujours récupérer un genou, mais à quel coût? Le coût pour la récupération des genoux est énorme. Alors, la pathologie osteoarticulaire, ce sont des pathologies très onéreuses et très peu de personnes ont les moyens de se les offrir. Alors, aussi bien la pathologie infectieuse, comme le cas de ce jeune homme, aussi bien la pathologie traumatique, comme le cas de notre mototaximan qui a eu un accident et qui a consolidé dans une mauvaise position avec un os qui menace la peau. Donc, dans ces 2 cas, effectivement, ils ont de sérieux problèmes ostéo-articulaires et malheureusement, les pathologies ostéo-articulaires sont très, très onéreuses. Allez, on va aller au cas par cas parce qu'il y a 2 cas, des cas sont bien différents, les cas que nous avons sur ce plateau. On va commencer par le cas d'accident. Dr Yemi, vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que vous avez des bons signés par des parents pour avoir des reconnaissances de dette, voilà, c'est comme ça que vous appelez ça, pour avoir pris en charge un enfant ou un conducteur de moto, un accidenté de la voie publique et qui se retrouve seul face à cette situation. Les parents n'ont pas de moyens et du coup, pour libérer l'espace à l'hôpital, il faut signer un bon de reconnaissance. Et donc, ça devient un véritable problème à ce niveau-là. Oui, Flavien, c'est un problème sérieux.
Je pense que ce n'est pas seulement dans le centre hospitalier que je gère, c'est dans beaucoup de centres hospitaliers. Mais il y a une question que je me pose tout le temps, c'est celle de savoir, n'y a-t-il pas la notion de police d'assurance? Parce que lors des contrôles de police, on exige à tous les conducteurs d'avoir une police d'assurance. Pourquoi ne pas également l'exiger pour les conducteurs de moto? Lui, il n'est pas conducteur comme on le pense. Il a emprunté la moto de son ami. Oui, parce que... Il s'est essayé dans ce métier. Oui, mais la moto doit être assurée. Parce que si nous prenons le cas du véhicule, c'est vrai que bon, nous ne sommes pas dans la mécanique, mais l'assurance maladie, c'est ça aussi. Alors, si j'ai mon véhicule, Flavien, et que je vous l'emprunte ou bien à mon confrère ou au sociologue, il faut que vous ou ces derniers se rassurent qu'il y a une police d'assurance qui couvre également les passagers. Parce que lorsque vous allez acheter votre police d'assurance, ce n'est pas pour vous le conducteur, c'est pour le nombre de places que peuvent occuper les passagers. Ça peut être 4 places, ça peut être 5 places, selon la capacité du véhicule. Je pense que même la moto, c'est maximum 2 places, le conducteur et le passager. Je pense que si on pouvait porter un accent sur cette notion d'assurance, on pourrait résoudre pas mal de problèmes. Là maintenant, on se retrouve avec des patients qu'on amène dans les hôpitaux. Naturellement, il y a une première prise en charge. Que vous ayez de l'argent ou pas, il faut qu'on vous vienne en aide, il faut qu'on vous prenne en charge. Mais et le suivi, qui va l'assurer? Je pense que si il y avait une police d'assurance, elle pouvait aider, n'est-ce pas, à pouvoir couvrir ces différents soins. Très bien. Je rappelle à votre suite qu'un assureur a d'ailleurs été contacté pour être sur ce plateau, mais malheureusement, à la dernière minute, on n'a pas pu... il n'a plus répondu présent. Alors, il y a quand même un problème. Il a évoqué, on est parti de l'assurance, mais on devrait arriver. Mais seulement le fait de dire que voilà un cas, ce petit de Madison, qui aujourd'hui est victime, il a une fracture au niveau de sa jambe. Et l'os n'est pas encore collé, comme on va dire. Les médecins savent quels sont les termes appropriés pour appeler cette pratique qui est utilisée pour revenir à la norme. Il est vrai, je ne voudrais pas trop m'étaler dedans, c'est vrai, j'ai des connaissances un peu dedans. Je suis professeur d'éducation physique déjà de base, ce qui veut dire qu'en termes de traumatologie, nous nous débrouillons aussi dans ce temps, peut-être pas autant que des médecins, mais nous avons donc cette formation pour la prise en charge des enfants dans de tels cas. Donc par exemple, pour le cas de cet accident, comme il le dit, il faut déjà dans le cas où il se retrouve, les médecins savent les procédures à prendre, bien sûr, pour redresser déjà et puis passer à la suite des soins. Ici, donc, pour ce cas d'enfant, revenons beaucoup plus aux assurances. Pourquoi? Parce que, qu'il soit assuré ou pas sur la moto, c'est déjà, bien sûr, un conseil que nous devons pour que les enfants aient même leur permis d'assurance. Mais qu'il soit assuré ou pas, le problème d'assurance ici se juge au tiers. Il s'agit d'un véhicule qui roule et qui cogne un enfant et qui cogne une tierce personne. En ce moment, ce véhicule, s'il est assuré, bien sûr, la déclaration va se passer et son assureur prend en charge la victime parce que cet enfant pouvait ne pas être sur une moto. Il serait un piéton que lorsque ce véhicule cogne, la prise en charge doit être automatique et l'assurance doit s'occuper du cas. Bon, le cas le plus embêtant, c'est la position de mes frères médecins. Vraiment, j'ai pitié d'eux parce qu'ils ne peuvent pas avoir des centres de santé où ils exercent. On leur apporte des victimes comme cela, on les abandonne. Le chauffeur, bien sûr, il doit laisser sa voiture immobilisée pour les besoins d'enquête de la police. Et des personnes donc, de bonne volonté peuvent porter l'enfant et les amener dans ces centres de soins. Quand vous amenez, c'est déjà une prison pour vous parce qu'il faudrait de votre propre poche sortir de l'argent pour les billets, pour les médicaments et l'hôpital n'en a pas. D'où on interpelle nos administrateurs pour cette situation des produits de première nécessité dans les centres de santé. Ce n'est pas le médecin qui va sortir son argent de sa poche, il n'en a pas. Donc il y a déjà ce premier problème qui se pose dans le cadre de la prise en charge parce que
l'assurance devrait prendre le relais. Le ministre de la Santé l'a rappelé que le patient d'abord, l'agent après. Il reste que quand vous le dites, vous trouvez un médecin, il a une banque de médicaments, ils n'en ont pas, ça c'est la triste réalité. Le ministre peut le dire, mais qu'il équipe ses centres parce que sous l'effectivité, nous-mêmes on ne voit pas ce que les médecins ont sur place comme moyen pour subsistance, pour faire face aux malades. Maintenant, lorsque le cas de l'enfant se dégrade comme ce genou, ou bien alors cet os en train de sortir, on s'attend à quoi? Le parent nerveux ne voit que le médecin comme le bourreau de son fils. En ce moment, le médecin peut quoi? Et parfois même les conducteurs d'engins qui ont pris fuite, ils ne fuient pas parce qu'ils ont la mauvaise volonté, c'est parce que devant la colère des autres, ils peuvent être agressés et généralement ils se rendent au poste de police. Ça, c'est des contours de problèmes sociaux chez nous qui sont suffisamment délicats. En matière d'assurance, tout au moins, pour ce cas, voilà ce que je crois qui devrait être fait. Alors, le chauffeur, selon le témoignage de la grand-mère de Madison, c'est qu'il est arrivé, il a réussi quand même à accompagner l'enfant à l'hôpital. Il a donné 150 000 francs CFA pour les premiers soins, mais seulement, il s'est avéré qu'on leur a demandé pratiquement 800 000 pour retrouver la position normale de l'os, et ce qui n'était pas facile. Et entendre ce coup, allez, le chauffeur a une fois dans de la nature. plus, nous nous retournons vers l'administration qui, à un moment donné, semble tirer le dicton suivant, que les pauvres se trouvent en train d'être éliminés de la circulation comme dans la nature, parce que la nature, elle est sélective. Hein? Les espèces les plus solides continuent et les moins solides disparaissent. Je ne trouve pas un moyen mieux que ça, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau où l'administration devrait comprendre que les centres de santé ou bien alors les hôpitaux de référence que nous trouvons dans d'autres pays, pourquoi pas dans le nôtre? Nous sommes si pauvres? Je ne crois pas. Nous croyons qu'on a le record de la facturation des travaux routiers au kilomètre en Afrique. Nous avons les meilleurs records dans les prix. Et on trouve que la constitution des sols, la pédologie du Cameroun était différente de celle de la Guinée, de celle du Gabon à côté ou celle de Centrafrique. On a la même pédologie à quelque chose près. Ça veut dire qu'il y a un simple problème de mal-gouvernance à certains niveaux pour qu'on en arrive là. Très bien. Alors, docteur Nganjou, je reste avec vous, puisqu'on va au cas par cas. Nous restons avec le cas de Madison, qui aujourd'hui a une fracture au niveau de sa cuisse. Quel est le risque qu'il court? Parce que c'est depuis janvier quand même que c'est à ce niveau. Alors, le cas de Madison, il avait une fracture au niveau de sa cuisse. Cette fracture, il a été massé. Alors, au vu de ces mouvements, la fracture a consolidé. Mais elle a consolidé en mauvaise position. Ça veut dire qu'il a un problème d'axe. Il a ce qu'on appelle un cal vicieux, un problème d'axe. Le pied est vraiment orienté en dehors. Et en plus, il y a une saillie osseuse qui menace la peau. Donc, le plus grand risque chez lui, ponctuellement d'abord, c'est que cette saillie osseuse crée une effraction cutanée. L'effraction cutanée fera entrer des gemmes, les gemmes emmèneront une infection. Et il arrivera au cas du deuxième patient qui a une infection au niveau de la cuisse comme l'autre a une infection du genou. Et là, c'est encore une histoire, si ça arrive, on est dans une histoire de 2-3 ans maintenant pour le traitement. Pour ce qui est de Madison? Oui, tout à fait. Oui. Ça veut dire qu'il faut une opération? Il faut une opération pour corriger ce problème. Docteur Yemi? Oui, je voulais juste dire ceci. Il y a plusieurs cas que nous recevons dans les hôpitaux. Bien sûr, comme l'a dit le sociologue, les médecins parfois ne peuvent rien. Pas parce qu'ils n'ont pas la technicité, ou non. Nous avons des grands médecins comme ça, il faut le reconnaître. Mais le coût du matériel est assez élevé. Alors vous avez entendu cette maman qui a dit, quand on a dit 900 000, elle a pris peur. Et quel est le moyen le plus court pour certains? C'est d'aller chez des praticiens que nous appelons couramment des masseurs. Moi, je n'ai rien contre eux, je l'ai toujours dit, parce que avant que n'arrive la médecine moderne, la médecine traditionnelle existait. Et on a eu à voir des cas, n'est-ce pas, bien traités par ceux-là. Mais ils sont combien? Comment pouvons-nous reconnaître le bon du mauvais? D'où ce dernier, il est parti se faire masser,
Et ça entraîne ce que ça peut entraîner. Et il y aura des cas vicieux on peut également trouver une ostéomyélite, c'est-à-dire une infection. Et tout ce que ça... Et là, maintenant, ça va devenir plus cher. D'où il y a également un autre problème. Pas seulement celui de l'assurance, mais le terme m'échappe un peu. C'est une assurance vie que l'État devrait avoir, quoi. Il y a déjà ce processus qui est entamé par le conseil, par l'ordre national des médecins. Ouais. Donc je pense qu'il faut essayer de voir tous ces problèmes-là, n'est-ce pas, sur le plan social. Oui, mais on peut comprendre que c'est le fait d'avoir tout de suite demandé 800 000 ou 900 000 francs à l'entame même de la prise en charge qui a fait peur à la grand-mère, et elle s'est dit la méthode ou la voie la plus facile, c'est aller voir le masseur. Bon, c'est vrai que il faut reconnaître que parfois, nous les médecins, nous avons une manière pas très, je dirais, élégante de pouvoir annoncer certaines choses aux malades. Vous-même, si vous avez, on vous dit 900 000, vous attrapez une frayeur et puis vous fuyez. Ça, il faut le reconnaître. Certains confrères, ils n'ont pas ce tact de porter l'information. Parce que voilà quelqu'un qui est dans la douleur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord lever la douleur. Et quand vous levez la douleur, maintenant on a le temps de faire un counseling, de causer avec eux, la famille, et leur faire comprendre la gravité de la chose. Alors quand l'information passe mal, tout est faussé dès le départ. C'est déjà d'entrer en jeu, il faut savoir convaincre, disons, je dirais même la famille, parce que lui qui est là, il est dans la douleur. Il pense, il se dit qu'il est entre la vie et la mort. C'est vous, pour ne pas dire nous les collatéraux, qui essayons, n'est-ce pas, d'apporter l'aide à la souffrance. Donc quand vous annoncez à quelqu'un, bon écoute, parce que moi j'en connais ça, il faut le dire, il ne faut pas le nier. Hein. Bon écoutez, votre pied là, si vous n'avez pas 900 000 et puis on vous le balance, c'est pas normal, c'est pas correct. Ça il faut le reconnaître. Mais quand vous arrivez, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, soyez patient, vraiment c'est pas facile, mais nous verrons ce que nous allons faire. Le mal est déjà reconforté, il est déjà assuré. Et maintenant, même si vous dites 2 millions, il a dit non, le médecin quand même, il a fait quelque chose. Quand il dit 2 millions, je comprends que c'est ça. Mais du coup, écoutez, bon, votre pied, il faut 900 000. Ma foi, même moi, Flavien, je vais me rétracter. Vous voulez dire quelque chose? Oui, déjà pour cela, je pense plutôt qu'il faudrait qu'on essaye de recadrer certaines choses dans nos hôpitaux. Alors, parce que quand le médecin se retrouve en train de donner un montant au patient, c'est un peu effrayant, parce que quand le médecin se mêle d'argent, il ne fait plus les soins correctement. Alors, je pense que le rôle du médecin, quand le patient arrive, normalement dans les hôpitaux, les grands hôpitaux, il y a une personne qui organise les soins, la personne reçoit le patient, l'oriente vers le bon médecin, le médecin calme la douleur du patient, il rassure le patient, il fait les premiers soins à ce patient, et maintenant, l'administration apportera un devis au patient. Mais si le médecin, pendant qu'il est en train de faire le devis au patient, est-ce que tu as mal ici, est-ce que tu as mal ici, il dit en même temps 900 000, je pense que le patient a mal un peu partout, même à la tête directement. Donc, le médecin doit faire ses soins. Il doit faire ses soins, et après avoir fait ses premiers soins, effectivement, l'administration, ceux qui s'occupent des finances, devront communiquer avec le patient et lui dire « Ok, pour ce qui a été fait, voilà, vous devez peut-être payer 25 000. Pour ce qui reste à faire, voilà ce que le médecin a demandé. Il a demandé ceci, ceci, ceci et cela. Et il vous faut, bien sûr, environ 900 000. Mais cela, il faut bien dire, le médecin doit d'abord bien expliquer au patient sa pathologie. Il doit bien expliquer au patient ce qu'il compte faire. Le patient, il doit s'assurer que le patient ait bien compris cela. Et il doit bien comprendre sa pathologie, ce qu'il compte faire, quels sont les risques liés à sa pathologie, quels sont les risques liés au geste chirurgical. Et quand tout ça est compris, maintenant l'administration peut venir donner un devis. Très bien. Alors, à Songye Pico, on comprend bien qu'il y a un problème psychologique qui naît tout de suite lorsqu'on vous dit, après un choc comme celui-là, les parents qui sont autour de la victime écoutent un montant comme celui-là, tout de suite, chacun prend peur. Oui, c'est vrai. Et il y a la panique. Il y a de quoi. Je suis plutôt ravi de croire que
les médecins se suivent et ne se ressemblent pas tous parce que les deux ici me reconfortent dans une position que j'avais déjà contre eux. Je m'explique. Il a parlé du counseling et c'est déjà très très bien parce que j'ai vécu un cas. Un enfant doit présenter le brevet. Son prénom c'est Idriss. Et il est agressé par un délinquant qui lui arrête son téléphone portable de force et en le faisant, il lui casse le cubitus. Et il est à la veille du brevet et c'est suffisamment grave. On l'amène donc après la radio devant un médecin. Dès qu'il regarde le bras, il y a une tuméfaction, il crie. Je demande, est-ce qu'on ne peut pas chercher à immobiliser ce bras pour que l'enfant compose le lendemain? Il me dit, oh, le brevet, ça s'est perdu, on attend l'année prochaine, ça ne vaut pas la peine. Il a dit, l'enfant est tombé devant moi. J'appelle Idriss qui était là à l'époque pour retrouver l'événement. Et là, moi, je lui ai dit, je suis quand même du corps paralien, je suis enseignant d'éducation physique, alors mon fils vient, on va trouver ce qu'on va faire. Et je l'ai ramené, et son père même pleurait. Nous sommes allés, j'ai trouvé un masseur pour dire qu'ils ne sont pas tous mauvais. Heureusement que le docteur l'a dit. Celui-là, inspecteur de police, je me rappelle, il est parti ensemble. Nous avons trouvé les moyens d'immobiliser le bras, de faire les massages le soir. Le lendemain, on l'a ramené au lycée. Le garçon a composé, il a eu son brevet avec ce bras. Donc, le masseur, ils ne sont pas tous mauvais. Il y en a de très bons qui s'en sortent. Et j'allais même alors enjamber pour dire que ce n'est pas le prix qui fait problème, parce qu'il y a même des familles suffisamment aisées qui peuvent payer le prix, mais qui font confiance à ces masseurs. Le problème, c'est de trouver le meilleur au bon endroit et au bon moment. Alors, est-ce que tout de suite, pour un cas qui arrive et vous vous retrouvez à l'hôpital, on vous dit, faute de moyens, quittez l'hôpital pour aller chez le masseur, mais il faut quand même déjà savoir de quoi il est question. Le masseur allait jouer son jeu. C'est de ce counseling dont il parle. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui que cet enfant est entre les mains d'un masseur, mais pas d'évolution, pas de position normale. C'est pour ça que nous parlons de trouver le meilleur au bon moment. En fait, quand nous regardons ça, il y a eu un échec, c'est même pas à chercher, parce qu'ils ont beaucoup de travail. Le cal osseux s'est développé autour, c'est vrai, mais alors de la très mauvaise manière, et peut-être l'autre chevauche. Les os sont en train de chevaucher là-bas quand nous regardons. En ce moment, c'est à casser, à reprendre à zéro pour repartir. Et ça ne voudrait pas non plus dire que les médecins réussissent tous. Ils connaissent ce qui se passe avec les plâtres. Il y a eu des plâtres, on a cassé 2, 3 fois et on n'a pas non plus réussi. Donc c'est un problème de méthodologie et aussi de chance, mais surtout du savoir-faire. Les médecins, tous ces masseurs-là, les meilleurs envoient l'enfant à la radio. Ils reviennent, ils voient la position du cliché, ils font donc la traction, ils replacent l'os et en ce moment, ils commandent le massage. Et de temps en temps, ils renvoient faire cette radio, les bons. Mais alors, si on est profane dedans, on se met à masser, le chevauche, on ne voit pas, on va arriver forcément au mauvais cas. Et même les médecins, quand ils plâtrent, si eux aussi ne font pas la radio, ils peuvent avoir chevauchement. Et on est en train de développer un cal osseux sur 2 os qui chevauchent, ce qui n'est pas toujours bien. Très bien. Alors, déjà que le cas de Mathison, en tout cas, qui est d'ailleurs Madison, qui est notre invité, et qui a témoigné sur ce plateau, on comprend bien à travers le témoignage de sa grand-mère, qu'il n'a plus, il est orphelin de père, il ne sait même pas où se trouve sa mère, et c'est la grand-mère qui s'occupe de tout le monde. Alors, et là, ça fait qu'il y a un problème de finances à ce niveau-là aussi. Oui, déjà le cas de ce garçon, Pangando, il est âgé de 24 ans, c'est vrai, et il est sérigraphe de profession, il n'est même pas benskiner. Déjà que ce n'est même pas une profession, nous l'avons dit, il se retrouve dans le cadre d'une débrouillardise, et c'est le problème de beaucoup de jeunes. Dans la société, on n'a pas de repères, on cherche comment vivre, survivre. Et alors, on se jette dans n'importe quoi. Et comme vous l'avez dit, ce garçon n'a pas de paye, n'a pas de main, il ne se retrouve pas. Il vit avec grand-mère qui peut-être aussi, pour certaines raisons, n'a pas de repères pour les parents, les géniteurs de cet enfant. Alors, elle, à son âge, avec tous ses efforts, qu'est-ce qu'elle peut faire pour un cas comme ça? Honnêtement, c'est pour ça que nous nous retournons vers la population. Cette maman, c'est à peine si elle mange. Quand vous la voyez, je ne pense pas qu'elle peut faire 5 km à pied. Elle ne peut pas aller au champ travailler pendant 5 heures de temps. Et si l'enfant, en plus, est inapte devant qu'elle, vous voulez quoi? On en appelle à la mort de l'enfant. Il n'y a plus que nos efforts pour aider cette famille à survivre. Elle a bien dit que c'est lui qui essayait un peu de ramener les 100 francs, comme elle dit bien, à la maison pour acheter la tomate et autres. Alors, il y a ce cas de Mathison et il y a un autre, le cas de Patrick, qui a subi un traumatisme
après avoir passé 2 jours ligoté et ça a créé tout ce que vous avez observé puisque vous avez suivi cet enfant. Oh oui. Alors Patrick, il a passé 2 jours ligoté. Alors l'histoire pour arriver à une pathologie aussi compliquée du genou, ça veut dire que franchement, il a dû subir des sévices vraiment énormes pour arriver à une infection du genou, pour que le puits coule aussi longtemps, pendant plus d'1 an de son genou. Alors là, il faut dire qu'il a vraiment subi des sévices énormes. Maintenant, son problème, bien entendu, il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes comment vivre et tout, avec un genou qui, au fur et à mesure, chaque jour se détériore un peu plus parce que au début, l'infection est là. Si on ne la traite pas, ça entame le genou. Ensuite, ça continue, l'infection continue. Si on ne la traite pas, au fur et à mesure, ça ronge et le tibia et le fémur. Voilà, on arrive à un niveau de genou presque irrécupérable. Presque. Comme on dit presque irrécupérable parce qu'il existe beaucoup de méthodes chirurgicales pour essayer, pour ramener les patients au meilleur état possible. Mais, plus le temps passe, plus c'est coûteux. Parce qu'il y a une méthode qu'on pouvait appliquer hier, on ne peut plus l'appliquer aujourd'hui. Celle qu'on pouvait appliquer aujourd'hui, on ne pourra plus l'appliquer demain. Donc ça devient de plus en plus... Qu'est-ce qui peut être la cause? Le fait d'avoir été ligoté, est-ce qu'il y a eu un choc quelque part ou simplement il y a eu le sang qui a été coagulé et ça a dû créer tout ce qu'on observe aujourd'hui? Alors, un traumatisme, il y a certainement eu un traumatisme du genou. Il y a certainement eu une porte d'entrée. Ces 2 éléments ensemble sont suffisants pour créer une infection. Un patient qui a un enfant qui est ligoté, vous avez vu qu'il a des cicatrices multiples sur le corps, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de plaies sur son corps, on a dû le taillader un peu. Alors, vous voyez, son genou, certainement, il a été ligoté, il était dans une très mauvaise posture. On lui a certainement mis de force, on a mis un genou de force et tout, avec tout ce que ça crée comme lésion au niveau du genou. Et avec on a dû taillader son genou. J'ai vu qu'il y a une cicatrice à l'arrière du genou, d'ailleurs. Donc, on a dû taillader son genou. C'est suffisant pour qu'il y ait une porte d'entrée, que les germes s'insèrent dans le genou. Et voilà, quand ils s'insèrent, quand ils arrivent pour repartir, c'est compliqué. Ils arrivent facilement, pour repartir, c'est compliqué. Il faut réouvrir ce genou, le relaver, le drainer, peut-être même le relaver 2 fois, peut-être même le relaver 3 fois, peut-être le relaver 4 fois pour pouvoir déloger ce germe-là. Ouais, donc ça veut dire que lui, il sera peut-être parti pour 1, 2, 3, peut-être même 4 interventions pour que son genou arrête de couler. On n'est pas encore pour qu'il puisse marcher, pour que son genou arrête de couler. Voilà. Maintenant, pour qu'il puisse marcher, c'est autre chose. Il faudra maintenant, bien sûr, quand on va drainer et laver, il faudra immobiliser son genou avec un fixateur externe. Les fixateurs externes sont assez aussi onéreux, malheureusement. Il faudra immobiliser son genou. Et ensuite, maintenant, quand on aura réglé le problème infectieux, on pourra faire un bon bilan lésionnel, c'est-à-dire apprécier maintenant les différents éléments. Comment sont les cartilages, comment sont les ligaments. Et avec tout cela, on va dire, OK, est-ce qu'on peut reconstruire ce genou? Faut-il faire une chirurgie conservatrice ou faut-il enlever ce genou pour en mettre une prothèse? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Docteur Yemi, ce sont des cas qui sont peut-être rares pour ce qui est du cas de Patrick. Ce n'est pas des cas tout à fait rares. Et je pense que le chirurgien, l'orthopédiste, a bien expliqué. Je pense que, si vous avez souvenance, nous avons eu à gérer un cas pareil dans mon hôpital. Une jeune dame qui a fait un accident. Elle avait un tracé sur son membre supérieur et inférieur. Elle est restée, je pense, pratiquement 1 an. Mais on a pu... Elle avait triple fracture. Voilà, et on a pu la récupérer. Donc je pense que, comme tout à l'heure je l'ai dit, nous avons des techniciens chirurgiens capables de faire des choses, quoi. Mais c'est pas facile. Parce qu'il va falloir utiliser, je vais aller terre à terre, par exemple des antibiotiques de 3e génération qui coûtent très cher. C'est pas pour 1 jour ou 2 jours, peut-être pour des mois. Maintenant, ces patients seront immobilisés, comme l'a dit le traumatologue. Et il va falloir penser également à les nourrir. Ça, c'est aussi notre pan de la chose qu'il faut voir. Le tout n'est pas seulement de les soigner, mais ils doivent bien manger. S'ils mangent mal, c'est pas aussi bien. Ils doivent bien se nourrir. Donc, il faut essayer de regarder tout cela. D'où tout à l'heure, je pensais à un thème. En fait, alors, bien se nourrir, il faut rappeler aux parents, bien se nourrir, ce n'est pas faire bonbons. C'est au moins se pouvoir manger matin, midi, la qualité, soir. bien entendu. Oui, qualitativement. Ici, chez nous, ce n'est pas tout à fait ça, mais
essayons. Hein. Si on peut manger matin, midi et soir, bon, ne pas manger le riz à midi, ne pas manger le riz le soir, essayer de varier un tout petit peu, je pense que ça pourrait aller. Tout à l'heure, je pense à la sécurité sociale. Okay. Il va falloir faire intervenir au Cameroun. Et je pense que lorsqu'on y arrivera, on pourra sauver pas mal, n'est-ce pas, pas seulement de Camerounais, parce que Patrick il est moitié centrafricain, moitié Camerounais. Quoi. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas, qui m'interpelle. Il a eu ce problème en Centrafrique. Il a pu arriver ici au Cameroun. Mais nous avons quand même des missions consulaires et tout. Elles n'ont pu rien faire. Ah oui. C'est vrai, sa mère est Elles sur ce n'ont pu rien plateau. Elle va faire. nous dire Comment il a fait pour se retrouver au Cameroun? Parce qu'en fait, j'ai dit les moitiés. Non, c'est un Camerounais. D'accord? Nous avons quand même des missions diplomatiques, n'est-ce pas, qui ont des services sociaux pour pouvoir gérer ce genre de cas. Mais comment on a pu... En plus. Cette zone. Voilà. Pourquoi n'a-t-on pas essayé de le prendre en charge depuis Garo? Parce que c'est plus le temps qui a passé, je parle sous le contrôle de mon confrère, quoi. Plus le temps passe, plus il y a gravité. Alors qu'il est de Garoua-Boulaye jusqu'à Douala, on a traversé combien de villes? Je pense que Garoua-Boulaye, il y a un centre de il y a le CHR qui recueille les réfugiés à Garoua-Boulaye. C'est un très grand camp au Cameroun. Même comme l'a si bien dit, dans le cadre des réfugiés, parfois, ils sont même mieux pris en charge par rapport à nous autres, les locaux. Très bien. Nous donnons la parole à sa maman qui est encore avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas été pris en charge par les frères ou je voudrais dire le HCR? Il n'est pas pris en charge par HCR parce que HCR a dit, c'est pas vraiment HCR mais Fermet. Fermet a dit qu'il n'est pas dans le système. Le système comment ils prennent seulement les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes et les gens qui sont vulnérables et les hommes et les femmes âgées à partir de 50 ans en allant. Il n'y a pas l'argent pour prendre des charges comme pour lui. Et il n'y a pas que lui, il y a des cas aussi qui sont là. Et ça fait beaucoup d'années quand même qu'il est dans cette situation. C'est depuis 2015. Depuis 2015. Oui, c'est depuis 2015. Ça a commencé doucement, et que ça a gradé comme ça. Flavien, cette histoire, elle me rappelle une, où c'est comme si on prenait, on laissait l'excellence pour prôner certaines faiblesses, parce que dans le cadre de l'université, je me rappelle des enseignants d'école primaire, des institutrices qui sont arrivés en année de licence en psychologie. Je prends le cas, il y a un texte qui sort et ceux qui ont passé leurs examens, la licence en session normale, curieusement, ne sont pas pris en compte par le texte qui sort. Et c'est, je peux dire, les moins performants qui étaient à l'été, qui bénéficient de ce statut et ils se retrouvent en train d'être reclassés dans les catégories supérieures. C'est un problème, un système de chez nous pour lequel on gagnerait à revoir beaucoup de choses. Comment le Haut Commissariat aux réfugiés peut distinguer la catégorie des personnes vulnérables? Vous avez appelé ça quoi? C'est pas le Haut Commissariat des réfugiés. Fermet, bon. Voilà. Je crois que c'est bonnet blanc, bonnet blanc. C'est les mêmes structures. On se retrouve donc en train de croire qu'il y a une catégorie privilégiée. Ce n'est pas parce que ces enfants ont 25, 24 ans ou 23 ans qu'ils sont moins vulnérables que les tout-petits ou moins vulnérables que les parents. Ils ont seulement la force de l'âge au cas où ils ont la santé. Bon, ici, dans le cas du genou de ce garçon, il faudrait qu'on comprenne les interférences qu'il y a dedans, parce que la constitution d'un genou, c'est quoi? C'est des ligaments droits, c'est des ligaments croisés, c'est la synovite, c'est la rotule, c'est les ménisques. Tout ceci, quand c'est touché, honnêtement, c'est pas facile qu'on se retrouve pour que cet enfant marche sans des soins intenses et des multiples opérations. Comme on a dit, il est vrai tout à l'heure, nous avons dit qu'il ne faut pas faire peur à l'enfant, mais il faudrait au moins qu'on creuse le mal au fond pour savoir que ce n'est pas une histoire de 1 et 2 jours. Et le traumatologue le rappelle, et c'est très bien avec le docteur. Pourquoi? Parce que
Au cas où il faudrait en appeler à des aides pour aider cet enfant, qu'on comprenne qu'on ne s'arrête pas au niveau d'une opération, qu'il y a des prises en charge pour les salles d'hospitalisation, pour la nutrition et beaucoup d'autres effets irradiants. Alors, le comble, c'est que ça arrive des familles à faible revenu. Déjà que son père a été assassiné sous ses yeux. En République centrafricaine, sous les yeux de sa mère, qui témoigne d'ailleurs. Vous avez suivi le reportage. Et aujourd'hui, elle ne retrouve pas sa belle famille au Cameroun. C'est un autre problème. Ça, c'est vrai. C'est des problèmes de société, comme nous le disons. Parce que les autres établissent des faits sociaux, certes, comme ce qui se passe dans la société, mais il faudrait comprendre que c'est ce qu'on peut imiter. On a ces difficultés qui viennent tantôt des femmes, parce que nous avons une lutte pour comprendre c'est quoi le vient, on reste. Il faut que des hommes, quand ils retrouvent des femmes, qu'ils tombent dans un accord avec des actes d'état civil réguliers et qu'on fasse un effort. Je ne voudrais pas en vouloir à maman. L'amour, on ne le mesure pas, on ne le quantifie pas. Mais encore qu'elle n'est pas partie de son pays, de sa bonne volonté. De sa bonne volonté. Voilà. Elle est sortie dans des... Et même elle a choisi la meilleure route. Elle pouvait aller vers le Soudan, elle pouvait aller vers le Congo, elle pouvait aller vers le Tchad. Mais elle a choisi de venir vers le Cameroun, les sources de son mari, même s'il est assassiné. Peut-être c'est aujourd'hui sur les plateaux que les parents du mari, il s'agit de monsieur, vous l'avez dit, c'était Tchatchoua Déchoua. Oui, monsieur Déchoua, qui n'est plus. Et peut-être c'est toujours que la famille dont on va comprendre et des hommes de bonne volonté devraient aider à ce qu'on comprenne que Déchoua a laissé un enfant qui est en difficulté, une veuve. Parce que maman n'a pas que le garçon, elle a également une fille qui est restée en Centrafrique. Déjà, son état, je ne crois pas que ce soit si rassurant, maman. Vous avez le micro, c'est vrai, mais... tout à fait normal, de toute façon. Ma fille qui a été restée en Centrafrique, ça fait aujourd'hui 6 mois qu'on m'avait appelé, qu'on l'a retrouvée. Et je n'ai pas encore le moyen de la faire venir auprès de moi. Alors, vous comprenez donc, au-delà du mari assassiné, du fils malade, elle-même pas en très bonne santé, il reste sa fille qui est là-bas dans un état précaire. Il faudrait donc que des sources et des relais cherchent à voir comment on peut récupérer cet enfant. Alors, votre mari était de Bana, c'est ça? Oui. Bana, dans le Honkam. Voilà, c'est dans la région de l'Ouest, pardon. Avec ce nom, certainement ses frères vont se retrouver et ils pourront vous chercher pour davantage savoir qu'ils ont quand même leur sang quelque part, parce que les Camerounais n'aiment pas laisser leur sang quelque part, donc il faut le rappeler aussi. Et surtout que Patrick est avec nous au Cameroun. Alors, il y a un énorme risque depuis 2015 que Patrick prenne cette pathologie jusqu'à ce jour. Ça fait quand même un souci pour cette famille. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir le suivre. Effectivement, depuis 2015, une infection du genou, c'est assez spécial, franchement. Pour une infection du genou qui prend 4 ans, ça veut dire qu'automatiquement, en dehors de l'articulation, les segments osseux sont déjà atteints. Ça, forcément. Une radiographie montrera aisément l'extrémité distale du fémur qui est déjà un peu rongée, l'extrémité proximale du tibia qui est déjà un peu rongée. Ça veut dire que si chez ce patient, en plus du problème infectieux, on aura un problème, on aura des problèmes pour lui rétablir son genou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme on dit, on va classifier sa prise en charge sera simple. On va catégorifier selon l'urgence, sauver le membre. Pour sauver le membre, il faut d'abord que on puisse traverser cette infection, passer le cap de l'infection. Passer le cap de l'infection nécessitera quelques interventions avec une immobilisation. Quand on aura sauvé le membre, on pourra maintenant rétablir la fonction. On pourra rétablir la fonction. On pourra maintenant chercher à lui donner un genou. On pourra chercher à lui donner un genou. Mais d'abord, il faut sauver ce membre. Et je suis certain, une infection du genou peut se généraliser. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est au genou que ça restera toujours au genou. C'est bien étonnant qu'en 4 ans,
ce ne soit pas déjà remonté, ce ne soit pas transformé en septicémie, que ce ne soit pas devenu toute une étape septique généralisée, non. Vous voyez bien sa cuisse qui a perdu, la forme normale. Et d'ailleurs, il y a un petit point de fistule au niveau de la cuisse. Ça veut dire que la cuisse a déjà eu son infection, elle. Alors, est-ce qu'il y a encore une infection? Est-ce qu'on a encore une sinusite en place? Bonne question. Il y a des échographies, il faut des échographies, il faut des radios, il faut des cultures et pour tout cela. Et ainsi de suite. Si la cuisse est atteinte, qu'est-ce qui prouve que le germe n'a pas migré ailleurs? Le germe peut migrer partout, poumon, un peu partout en fait. Et là, ce ne sera plus sauver le membre, ce sera sauver la vie de l'enfant. Donc pendant qu'on est encore à sauver le membre, essayons de le sauver, ça évitera de mettre sa vie en danger. Alors, c'est une prise en charge multidisciplinaire, comme on dit? Alors, multidisciplinaire, oui. Multidisciplinaire, oui, parce que, alors, le chirurgien va intervenir, parce que le chirurgien, lui, il sait traiter les infections, il sait traiter l'os, oui, d'accord. Le kiné, lui, saura bien mobiliser l'enfant, lui éviter les escarres, oui. Le psychologue, oui, parce que cet enfant a vraiment besoin d'un suivi psychologique. Il en a vraiment besoin. D'ailleurs, cette famille a besoin d'un suivi psychologique, ce n'est pas seulement cet enfant. Alors, le réanimateur aussi, ainsi, en fait, il aura besoin de toute une équipe médicale et paramédicale. Il aura besoin de toute une équipe médicale et paramédicale pour son suivi. Dr Yemi? Oui, je voulais compléter ce qu'a dit le traumatologue. À suivre ses déclarations, tout à l'heure, il a dit, je parle du jeune Patrick, hein, il a dit, je n'étais pas mince comme ça, c'est-à-dire qu'il était costaud. Vous avez posé une question assez intéressante. En fait, c'est un patient à qui il faudra plusieurs médecins, plusieurs spécialités. Et il a si bien dit, rien, quand même, en 4 ans, je suis un peu surpris, hein. Et j'ai dit, ceux qui ne croient pas en Dieu, permettez-moi de dire comme ça, en 4 ans, il n'est pas exclu qu'il ait ce que nous appelons une septicémie. C'est-à-dire une infection généralisée. Le microbe peut monter, arriver au niveau des poumons, arriver au niveau du cœur, arriver au niveau du foie. Et peut-être même, lorsqu'on sera en train de le prendre en charge, c'est là où, n'est-ce pas, tout peut arriver. Donc je pense même qu'il faut aller rapidement. Il a dit, il a perdu du poids, il a maigri. J'aurais bien voulu demander à sa maman ou à lui-même, est-ce que parfois il fait de la fièvre? Voilà. Alors, il fait de la fièvre. Voilà. Et c'est déjà un signe capital. Lorsqu'un patient arrive, il vous dit, je fais de la fièvre, faites attention. Ce n'est pas ce que on entend paludisme, on donne le paracétamol. Non. Il faut évaluer ce patient intégralement, dans une pluridisciplinarité. Donc, ce n'est pas un patient qu'on doit... non, il faut vraiment aller rapidement. Plus le temps passe, plus les choses s'aggravent. Il faut faire des radios. Pourquoi même pas des scanners? La radio peut être limitée. Faire des scanners, faire des IRM pour aller un peu plus loin, quoi. D'où même le montant qu'on a demandé au temps T. Aujourd'hui, on sera au temps T+, hein, et ça va augmenter encore le coût. Donc, je pense qu'il va falloir... Elle a dit c'était à 1 million. 1 775 900. En quelle année? Voilà. Il y a peut-être 2-3 ans aujourd'hui. Non, il y a de cela, c'est depuis le mois de février, tout récemment quand il était... Ah, ok. Le dernier examen. Ok. D'accord, Dieu merci. Depuis le mois de... Jusque-là, c'est pas seulement des radios, je parle sur le contrôle du trauma, c'est pas seulement des radios, il va falloir des scanners, pourquoi pas des IRM, pour essayer de comprendre la profondeur et la gravité et faire appel à d'autres confrères pour pouvoir, parce que s'il perd du poids, c'est pas rien, il fait de la fièvre, il va falloir faire appel à un infectiologue, par exemple, pour essayer de regarder tout. Bref, il y a toute une batterie d'examens à poser, pas seulement des radios, mais même des examens biologiques. Et je pense aussi qu'en plus de tout cela, 1 775 000, il faut aussi, comme je dis, bien vous expliquer à quoi ça consiste. Voilà. Ça consistait à juguler l'infection
ça consistait à le faire marcher. Il faut savoir, je ne pense pas, parce qu'une prothèse de genou, c'est déjà dans les 6 millions. Donc ça, c'est une intervention secondaire pour qu'il puisse avoir un genou correctement mobile. Mais pour l'instant, il faut d'abord juguler l'infection. Effectivement, si on pense à 3-4 interventions, si on pense à immobiliser son genou avec un fixateur externe, si on pense à sa nutrition, un examen général, avec 4 ans d'antibiotiques mal suivis certainement, on aura des résistances terribles. Alors imaginez-vous simplement, si je pars d'emblée pour son antibiothérapie, on ira avec de l'imipenem à 3 flacons par jour, avec de l'amicacine à 1 flacon par jour, ça revient au moins à 40 000 francs d'antibiotiques par jour, qu'on appliquera sur 45 jours. Vous voyez qu'on est déjà à 1 300 000 d'antibiotiques. Je me suis 45 jours minimum. Minimum. On est à 1 300 000 d'antibiotiques. D'antibiotiques, je n'ai pas dit de médicaments, je dis d'antibiotiques. Sans compter maintenant l'intervention, tout ce que ça comporte, les fixateurs externes. Donc, vous voyez que c'est déjà, et quand je précise 45 000 d'antibiotiques, ce n'est pas un tarif vendu avec excès, c'est un tarif pratiquement grossiste, que vous verrez. Mais si vous... Je pense que c'est 7 000 francs la boîte ou 8 000 francs, quelque chose de ce genre. Oui, si vous prenez l'imipidem, on veut 8 000 francs la boîte. Et la mécacine, c'est pratiquement... ce n'est que d'abord pour résorber la partie infectieuse. Maintenant, on pensera à la partie, disons, opération. Là, c'est autre chose. Il y a aussi, là maintenant, je parle sous le contrôle du sociologue. Il y a également... Quand on parle de trauma, on voit beaucoup plus une blessure et tout. Mais il y a également le trauma psychologique. Et justement, j'en venais à lui poser la question. Le trauma psychologique, le premier traitement est psychologique. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de ce que nous appelons, c'est pas seulement, quand on parle de traumatisme, c'est pas seulement une blessure, on voit le sang couler, non. Il y a également ce qu'on appelle le trauma psychologique. Oui. Tout ça, également, il faut le gérer. Et c'est aussi un coût. Parce qu'il y a des spécialistes qui le font. Il ne pas venir là, non. On le paye également pour pouvoir gérer ce genre de situation. D'accord. C'est donc le premier traitement, on part de là. Le patient lui-même, il faut un traitement psychologique. C'est vrai, puisque déjà parlant de ce cas, j'ai mon aîné, M. Tchabou Tonfar Mathias, ingénieur agronome. Il a eu un problème justement à ses 2 genoux. Et c'est l'occasion de féliciter les médecins au Cameroun parce que nous avons cru que les miracles sont seulement à l'extérieur. Il a été opéré à Yaoundé. Et l'opération, comme vous le dites, pour ses 2 genoux, avec des prothèses et tout, et on s'est retrouvé autour de 7 millions pour les 2 genoux. Pour le moment, il marche. Ça, c'est quelque chose de gagné, tout au moins apparemment. Mais il y a déjà le cas psychologique, comme vous l'avez dit, parce que tout son problème, c'était est-ce que je vais m'en sortir déjà financièrement? C'est tout un problème. Et de 2, en opérant, est-ce que c'est même ce que ça va donner? Il a fallu qu'on lutte pour lui dire que non, comme tel le cas, c'est bousillé, il faut tenir le coup. Il avait longtemps cru que c'est une chose qui ne tiendra pas. On a essayé, on y est arrivé. Aujourd'hui, il est en rééducation, il marche avec sa canne, mais tout au moins, il bouge. Et ça a été cher, comme nous le disons, ce n'est pas une histoire d'à côté. Et la souffrance psychologique, comme nous le disons, était bien répandue déjà en lui-même, autour de sa famille, son épouse, des enfants, les frères. Bon, Dieu merci, il y a eu une cohésion familiale qui a aidé à retrouver ses moyens, mais le cas qui nous concerne, on n'a pas de père, il a été assassiné sous les yeux de sa femme. Elle ne retrouve même déjà pas la famille du mari. Et je pense bien que notre frère n'est pas allé en Centrafrique parce qu'il vivait bien au Cameroun. Il est allé certainement parce qu'il pensait que le coût de vie de ce côté serait meilleur au nôtre. Ça veut dire qu'en retrouvant la famille, il n'y a pas de miracle qu'on attende de ce côté en termes de moyens financiers. L'enfant, quant à lui, place première, son avenir est fichu. Il faudrait qu'on lutte psychologiquement pour le remonter et qu'il comprenne qu'il peut être récupéré. Déjà, les risques que nous avons parlé avec la migration du microbe par rapport à la septicémie, c'est un problème, comme nous le disons, il faut beaucoup de chance pour comprendre. Mais déjà, comme on a diagnostiqué à temps, nous avons la certitude que ça pourrait donner, c'est au niveau des finances maintenant que tout le poids va se jouer. C'est l'occasion
de saluer Regard Social sur les multiples cas réalisés sur ce plateau, où nous avons trouvé la République se mettre ensemble dans le vrai vivre ensemble, pas le vivre ensemble politique que nous organisons n'importe comment pour distraire la galère, mais le vrai vivre ensemble où du nord au sud, de l'ouest à l'est, on met la main pour aider un Camerounais à retrouver sa santé. Je pense une fois de plus, nous allons gagner ce record avec Regard Social. Et même de l'étranger aussi, il faut le rappeler. Merci, c'est l'occasion de remercier l'étranger, parce que ce n'est pas seulement au niveau de Cameroun, la diaspora, elle intervient et très très bien, c'est l'occasion vraiment. Et le petit Patrick, sa maman est centrafricaine. Donc Jojo, quand il dit de l'étranger. En plus, on comprend bien qu'en ce moment, c'est de l'argent qu'il faut pour la prise en charge effective ou totale de Patrick, forcément. Oui, en effet, il faut de l'argent. Et pour Patrick, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Si on veut, pour un enfant de première, lui permettre d'arriver au baccalauréat, lui permettre d'apprendre une profession et lui permettre de vivre normalement sans avoir à dépendre des autres, il faut lui redonner un genou, il faut lui redonner une vie. Il faut lui donner une vie. Alors ça, c'était le cas de Patrick. Maintenant, pour la prise en charge, on a évoqué, on sait déjà à peu près ce qu'il faut pour sa prise en charge, qu'est-ce qu'il doit être fait. Mais maintenant, tout cela tourne autour du nerf de la guerre. Il faut beaucoup d'argent, Dr Yemi, pour la prise en charge totale et effective de Patrick. Et ce n'est pas en un jour qu'on peut collecter autant d'argent. Oui, Patrick, Flavien, je veux dire, c'est pas en un jour qu'on peut collecter autant d'argent, mais je pense que si nous voulons aider ce jeune homme, nous pouvons l'aider. Je ne voudrais pas entrer dans certains noms, mais si nous voulons l'aider, nous pouvons l'aider. Et nous devons l'aider. Bon, voilà. Moi, je peux dire, parce que quand on a donné le cours de ces soins, je pense que là-dedans également, il y avait par exemple la main-d'œuvre du praticien, il y avait par exemple le bloc opératoire, je veux dire, il y a ce que nous appelons les actes médicaux, infirmiers, amis, avec tout cela. Moi, par exemple, je peux dire que, bon, je vais donner mon bloc opératoire gratuit. Je peux dire que les actes médicaux infirmiers seront gratuits. Je peux... Il est là. D'accord? Je peux dire, Doc, voilà un jeune homme, ton petit frère, qui a des soucis. C'est pas seulement l'argent, mais tout ce que tu as aujourd'hui, quelqu'un au-dessus qui a pu t'aider. Essayons de lui prêter également. Je suis sûr qu'il va le faire, quoi. Il l'a même déjà fait puisqu'il a consulté gratuitement ses enfants. Et maintenant, si les âmes de bonne volonté peuvent aider pour les médicaments, parce que tout à l'heure, le grand frère l'a dit, nous sommes là, on veut aider, mais nous sommes un peu bloqués parce que nous n'avons pas le médicament. D'accord? Si on nous trouve, si quelqu'un dit, peut-être un laboratoire peut dire, nous allons mettre des médicaments à la disposition pour ce patient, très bien, on peut le faire. Et moi, j'ai foi que nous pouvons aider, pas seulement lui, mais tous les deux. Hein. D'accord. Tous les deux, justement, parce que je venais à savoir comment est-ce qu'elle est donc la méthode. Qu'est-ce qu'il faut pour le deuxième cas, le cas de Madison, sa prise en charge est également multidisciplinaire aussi. La prise en charge de Madison est également multidisciplinaire. Elle nécessitera bien sûr un peu moins d'action que la prise en charge de Patrick. En fait, elle nécessitera une, ou je pense 2 interventions en plus, mais quand même une intervention devrait déjà pouvoir suffire. Après l'intervention chirurgicale, déjà bon, il faut d'abord faire un bon bilan parce qu'on nous dit qu'il a un problème à la cuisse, on nous dit qu'il a un problème au genou. Il faut voir si ce n'est pas la cuisse qui crée le problème du genou. Et même au niveau de la hanche. Et même au niveau de la hanche. Donc il faut voir si le problème ne vient pas de la cuisse et qui prend le genou de la hanche. D'accord. Maintenant, quand on a fait ce bon bilan, on a fait un bon bilan lésionnel, on traite cette lésion. Et ensuite, la rééducation. Parce qu'on a fait une bonne intervention, le patient a bien consolidé, maintenant il faut qu'il puisse marcher. Et ça, c'est le rôle, c'est la rééducation. Et ensuite, il faut une bonne psychothérapie parce qu'il faut l'accompagner. Il faut accompagner ce patient, lui redonner une vie, le réinsérer en fait dans la vie. Pour rendre, oui. Donc chez lui, effectivement, il faudra aussi des implants chirurgicaux qui, bien sûr, au Cameroun, ont un certain coût aussi. Très bien.
C'est sur le plan psychologique également que tout commence, de toute façon. Déjà qu'il soit moralement fort à affronter cette prise en charge et en même temps, nous ouvrons la main, nous demandons à nos chers frères et sœurs, les âmes de bonne volonté qui ont l'habitude de secourir tous ceux qui passent sur ce plateau, de continuer à le faire. Le problème ici pour nous justement consiste à penser, à se remettre à la place de ce patient. Ces jeunes enfants, ils sont en train de grandir et ils sont à un niveau, parce que déjà les mathématiciens ne me démentiront pas, ils définissent le point d'inflexion comme l'endroit où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Ça veut dire que l'enfant croît, il arrive à un pic avant de commencer à descendre. Ces enfants sont encore sur la pente ascendante. Ils n'ont pas encore trouvé ce pic. Ça arrive à Patrice, ça arrive à Jean, comme ça peut arriver à Paul, comme ça peut arriver à Pierre. C'est l'enfant de Y, comme l'enfant de Z pouvait se retrouver dans cette situation. Il est question pour nous de laisser toucher nos cœurs par la tendresse, par la difficulté de ses parents, la difficulté de ses enfants. Et on se dit, ils pourront aller très loin parce que, je me rappelle, il y a une petite anecdote où on rappelle un président britannique qui arrive quelque part et un médecin, il raconte que nous faisons un métier très très délicat. Il m'était arrivé une nuit très très froide avec toutes les difficultés et la peur. Une maman d'un certain âge est venue sonner à ma fenêtre pour que je vienne secourir son enfant. Je suis sorti, je ne savais pas si j'allais m'en sortir, mais en tant que médecin, il a fait ce qu'il pouvait et il a mis l'enfant hors d'état de danger. Mais seulement la maman, très vieille, elle lui a donné une petite cagnotte qui contenait des pièces. Le médecin a refusé, il a dit non maman, j'ai fait mon devoir. Ce qui le surprendra, c'est que ce Premier ministre se retrouve dans l'histoire et il vous dit, c'était moi cet enfant que vous avez sauvé. Ma mère me l'avait souvent dit, je ne savais pas qui avait posé un tel acte. Donc c'est vous. C'était l'occasion pour eux donc de s'embrasser, de resserrer les liens. Aujourd'hui, comme nous le disons, vraiment quand quelqu'un met la main dans la poche, qu'il ne cherche pas à savoir pour où ça va, mais nous savons qu'on a des vies au bout de doigts. Et déjà des psychologues et des sociologues qui peuvent de leur côté accompagner ce processus, vraiment nous le faisons pour aider ces âmes sensibles à retrouver le sourire de la vie. Très bien. Docteur Yemi, nous allons sortir de cette émission, en tout cas je voudrais dire pour cette partie, en attendant de donner la parole à Irène qui sera sur ce plateau. On sait déjà qu'il y a quelque chose à faire, mais simplement motiver davantage nos âmes de bonne volonté à accompagner ces deux cas que nous avons présentés ce soir. Oui, Flavien, au sortir, je voudrais juste réitérer aux âmes de bonne volonté de pouvoir venir en aide. C'est de jeunes patients, mais déjà je dis, s'il faille des locaux pour pouvoir assurer leur prise en charge, moi je suis disposé, n'est-ce pas, à offrir cela à 0 francs. Mais votre bloc opératoire, par exemple. Oui, mais avant de sortir, je vais vouloir, n'est-ce pas, peut-être dans une prochaine émission, qu'on essaie un peu de revoir le problème des conducteurs de moto avec les assurances. Ça, c'est un problème qui est très, très important. Et la sécurité sociale, parce que là, maintenant, c'est bon, oui, on va rajouter, mais il ne faut pas seulement voir là où on est tombé, mais il faut voir également là où on a glissé, comme on le dit souvent au quartier, quoi. Donc, parce que là, on a commencé, on a arrêté, on a appris tout. Non, ici, on voit là... Oui, on a arrêté parce que l'assurance... Non, je ne te condamne pas. Je ne condamne pas quoi. Parce qu'il y a plusieurs points, quoi. Mais je pense que c'est également un point très important parce qu'il y a beaucoup, ceux-là sont là, mais d'autres sont dans des cimetières. Il y a beaucoup de vies que nous perdons à cause d'accidents de moto. Je pense que je n'apprends rien à personne. Mon confrère est là, je pense que c'est son pain quotidien, pouvoir gérer les urgences suite d'accidents sur la voie publique créés par des motos. Donc je pense que c'est quelque chose quelque chose sur laquelle nous devons absolument revenir. Et voir également quelle est la part des assurances.
Ça fera l'objet d'une émission de toute façon. On paye les assurances tous les jours, mais quand il y a un problème, pour qu'on vous paye un dommage, vraiment, il faut faire, n'est-ce pas, l'accord de la bannière pour y arriver. Ça, je suis, comment dire ça, je m'y attache. Et bien entendu, réitérer, n'est-ce pas, à tous les Camerounais, vraiment de mettre la main sur le cœur pour pouvoir aider ces jeunes Camerounais. Merci. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus sur ce plateau partager avec nos chers téléspectateurs, nous dire un peu, à peu près, ce qui est réservé comme traitement, comme prise en charge à ces 2 cas que nous avons reçus sur ce plateau. De temps pour nous également de vous dire merci et bon retour, et également accueillir d'autres cas sociaux que nous avons reçus déjà sur ce plateau qui sont aujourd'hui et qui attendent davantage d'être pris en charge par des spécialistes. Donadoni, c'est le nom de ce cas social que je vous propose de suivre. C'est un jeune qui souffre d'une tumeur au niveau de son visage. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans ce reportage et juste après, nous allons accueillir Irène Tembe. « 24 ans, attire presque tous les regards. La déformation de son visage est une sorte de curiosité. Je suis moi parfois découragé même de rester avec certaines personnes parce que ça ne m'arrange pas. C'est juste que je ne peux pas caler à la maison sans sortir. Nous sommes en plein cœur de la ville de Baganté. C'est à l'ouest de Cameroun. Donadoni est un conducteur de moto, une activité qui lui permet de joindre les 2 bouts, l'engin qu'il conduit n'étant pas le sien. Non, ça ne se passe pas très bien parce que même la moto, c'est la moto d'un grand frère qui m'aide avec. Donc, dans la moto, je travaille et puis je lui donne ses 2000 en soirée et puis j'ai ma part. Je parviens à attraper même 1500, même 2000. C'est avec ça que je suis avec. C'est un natif de la localité qu'il a découvert dans cet état. Le bon samaritain, puisqu'il faut l'appeler ainsi, n'a pas hésité à lui proposer ses services pour comprendre le mal qui ronge Donadoni. Lorsque je l'ai aperçu sur sa moto, il venait consommer. Et quand j'ai regardé à travers le rétroviseur, j'ai vu un monsieur assis sur une moto avec un visage vraiment défiguré. Et ma foi, j'étais personnellement perturbé. Donc, j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai garé, je l'ai interpellé. Est-ce que tu peux venir, on va discuter un peu. Il est venu, j'ai posé quelques questions. Il m'a dit qu'il souffre, il m'a décrit les conditions dans lesquelles il vit. Et je ne pouvais pas rester insensible. Et nous avons passé les premières radios pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Est-ce que c'était une tumeur osseuse, une tumeur qui dérive peut-être du muscle. Et quand nous avons passé la radio, donc nous avons compris pourquoi est-ce que depuis la première intervention, il y avait une récidive. Donc c'est ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, il va se présenter à Regard Social pour que les âmes de bonne volonté puissent également contribuer à sa prise en charge. Gassam Donadoni est né avec cette tumeur qui a épuisé financièrement toute sa famille. En accouchant comme ça, normalement, son joue était déjà comme ça. Là. Parce qu'il y avait un petit boule formé dans son joue. Il y avait un petit boule formé dans son joue. Parce que dès qu'à l'âge de 2 semaines, on constatait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le joue de l'enfant parce qu'il y avait un petit bout. Mais jusque-là, je ne me suis pas découragé. J'ai beaucoup marché avec lui, même pas l'indigène. Même hôpital. Ça fait à peu près, bon, comme la face est devenue autre chose, ça fait à peu près 24 ans que je suis avec 24 ans que je suis avec ce masque. Le jeune homme de 24 ans n'a presque jamais connu des moments de joie, puisqu'il est né avec cette pathologie. La première opération chirurgicale subie dans une formation sanitaire de Mbaganti n'a pas changé sa situation. Il y a environ 14 ans de cela. Il y a de cela environ 14 ans. 14 ans maximum. Comme j'ai eu cette opération à l'hôpital du district de Baganté, bon, avant d'aller là-bas, le docteur nous avait promis que ça ira. Le chirurgien facial nous avait promis que ça ira. Bon, quand il a opéré,
d'emploi ici, là. Il n'est pas arrivé devant la bouche. Oui. Et là, à l'intérieur, puisque c'était un peu plus ici, là, comme vous voyez le creux au milieu, là. Donc, c'est juste ici, là, qu'ils avaient travaillé. Donc, ils ne sont pas arrivés devant, là. Non, après, peut-être un mois, après un mois, c'est encore revenu. Donadoni a plusieurs fois tenté d'entrer en contact avec l'équipe de reportage de Regard Social. Mais il a utilisé la mauvaise piste au point d'avoir été dupé par des imposteurs se passant pour des membres de l'équipe de production de Regard Social qui lui ont extorqué même le petit argent qui pouvait l'aider pour sa prise en charge. Étant même à Douala, j'ai même vu des gens là-bas qui m'ont dupé en me disant qu'ils devaient me faire rencontrer le présentateur d'Equinox, celui qui présente le Regard Social à Douala. Je suis même venu ici, là, j'ai même vendu certains porcs que j'avais au village et pour aller le rencontrer avec. J'ai même vendu, je suis arrivé, ils m'ont dupé jusqu'à aujourd'hui. Quand je l'appelais, son numéro ne passait même plus et ils m'ont pris de l'argent comme ça. Donc, où je suis ici, là, j'ai déjà dépensé même les peu que j'avais, je comptais même que sur mes porcs. Et j'avais vendu, je suis parti à Douala, je n'ai pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui. Donadoni est orphelin de père. C'est sa mère qui se débrouille au quotidien pour le soutenir et nourrir également d'autres enfants de la famille. En décidant, il m'a laissé les derniers jumeaux à 4 ans. J'ai fait 4 fois des jumeaux. Et voilà le cas de Donadoni qui est passé sur ce plateau, qui souffre d'une tumeur au niveau de son visage. Irène Tembe est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui. Bienvenue à tous les téléspectateurs de Regard Social et surtout à nos chers bienfaiteurs et âmes de bonne volonté. Très bien. Avec vous, nous allons avoir une idée de la situation financière de Donadoni. Tout à fait. Les différentes contributions depuis le 16 mai 2019, date à laquelle Donadoni est passé sur ce plateau, sont les suivantes. Ismaël Sall, 500 francs. Baudouin Giro Fotso Kuate, 2000 francs. Zugem Valentin de Bafoussam, 5000 francs. Geneviève Djouni Nono, 5000 francs. Joseph Dada Kamgo, 1000 francs. Coraline de Terminal A4, 2000. Geneviève Djoumi Nono, 5000. Nana Alain Bernard, 2000. Bienfaiteur, 20 000. Lynn Tatiana Mako, 2500. Franck Thiemé, 5000. Une bienfaitrice de Loum, 2000. Tatiana Vanessa, 1000 francs. Marcelin Djoumessi, 2000. Chocoté Odette, 2000. Ta Victor, 2000. Bienfaitrice, 1000 francs. Tejo Fonkou Achille, 2500. Inconnu Victor, 15 000. Monsieur Anonyme, 5 000 francs. Emmanuel de Noël, 1075. William, 5 000. Un homme sensible de Yaoundé, 5 000. Maman Mengzi, 3 000. Sunga Zéphirin, 5 000. Kamanou Elsa, 3 000 francs. Une dévote de la miséricorde divine, 5 000 francs. Roméo, 3 000. Jomo Rosine, 5 000. Karel Sandra Djecho Chokua, 10 000. Maman Odette, 2 000. Une volontaire, 2500. Gandal SH Show, 500. Œuvre venant d'un groupe catholique de jeunes, CV Saint-Augustin, de la paroisse Notre-Dame de Mabanda Bonabéré, 5 000 francs. Émile Grégoire Kenye Chinji, 1000 francs. Bienfaiteur de Niala, 1000 francs. Amel Edosi Mezahem, 1000 francs. Clavi Yarayen Inbamenda, 2000. Joël et Maya, 5 000. La famille Nama Abertois, 10 000. Famille Zéphirin Sungang, 5 000 francs. Nous avons, pour le compte de Donadonis, un montant de 152 375 francs CFA. Ça fait partie des contributions de nos chers téléspectateurs, les hommes de bonne volonté qui accompagnent plus souvent les cas que nous recevons dans le cadre de l'émission Regard Social. Tout à fait. À la suite des contributions de Donadoni, nous avons également les contributions de la jeune Barbara qui a une tumeur à la thyroïde et qui est aussi atteinte d'une insuffisance rénale. Les différentes contributions pour le cas de la jeune Barbara sont les suivantes. Raoul depuis Bamenda, 2000 francs. Monsieur Hans, 15 000. Janine Colette Matine, 5 000. Dubaï de Bonabéry Hôtel, 7 500.
Bienfaiteur de l'Orbesso, 5 000. Madame Elon de Boulova, 2 500. Temgwa Charlie, 1 000 francs. Nila Pont Gabriel, 15 000. Un inconnu, 15 000. Bienfaitrice de Njombe, 3 000. Bienfaitrice, 2 000. Une bénévole, 2 000. Ngwendi Maltite, 500. Monsieur Ndounou Hugues Merlin, 2 000. Famille de Bamenda, 10 000. Madame Kemounye Elise, 15 000. Maman Esther Abouda, 10 000. Famille Tafret, 1 000 francs. Une bienfaitrice de Loum, 2 000. Ta Victor, 2 000. Une famille, 5 000. Teju Foku Achille, 2 500. Maman Béatrice de Bafoussam, 2 000. Maman Élise de Bilonguet, 5 000. Famille Sa Majesté Tina Aman Koteng, 2 000. Roméo, 3 000. Bienfaitrice de Bepanda Yong, 10 000. Une parolienne amie de Thérèse, 4 000. Une famille bienfaitrice à Kribi, 20 000. Pulcherie Machemi, 30 000. Un non chrétien, 10 000. Une veuve Dieu Cam Bernadette, 2 000. Une famille, 5 000. Une charismatique de la paroisse Sacré-Cœur de Ndorpassi, 1 000 francs. Donateur anonyme de Bafou, 5 000. Une âme bienfaitrice de Bamenda, 150 000. Une famille chrétienne Saint-Monique de Makepe, 20 000. Monsieur Fézé, 3 000. Ghislaine de Ngaoundéré, 5 000. Famille Donché de Lorpom, 20 000. Fondia Comporé, 10 000. Dominique, 1 000 francs. Olivier Mbassa, 2 500. Joseph, 5 000. Une bienfaitrice, 1 500. Bienfaiteur Raï de Bonabéry, 5 000. Famille Mabouka à Yaoundé, 5 000. Une dame du quartier Banguet, 5 000. Maman Hélène de Lundi, 2 000. Bienfaiteur, 10 000. Famille Fontaine de Belgique, 8 500. Esaïe Fopa de Yaoundé, 2 500. La famille Tuendem Cécile, 10 000. Bienfaiteur de Yaoundé et Mombo, 2 000. Mapo de Bamenda, 2 000. Joyce de PK10, 2 000. Madame Josiane de PK13, 5 200. Jorbert Donald Tendon, 1 000 francs. Célestine Diffort, 10 000. TFBA, 3 000. Liliane Awassoum, 2 200. Monsieur Simon et fils, 3 000. Constant Kamga, 1 000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Simo Fojo, 1 000 francs. Bienfaitrice, 4 500. Monsieur Pamem, 2 000. Perlizo Koyo Tadopsop, 10 000 francs. Bienfaiteur, 10 000 francs. Cédric, 3 000. Une bienfaitrice, 15 000. Une dame du quartier Banguet, 5 000. Un bienfaiteur de village, 5 000. Koyotumba Paul, 10 000. Kwanyen Joya Sèche, 2 500. Madame Gono Atangana, 50 000. Veuve Eyumispa à Lopom, 5 000. Anonyme de Bolova, 5 000. Tani Fabiola à Genève, 20 000. Une bienfaitrice de Douala, 5 000. Maman Chokote Jacqueline de Yaoundé, 30 000. Un bienfaiteur à Mabanda Bonabéry Carrefour Chico, 1 000 francs. Une veuve et ses enfants de Bamenda, 10 000. Njoma Le Suzanne, 2 500. Gandal SH Show, 500. Œuvre venant d'un groupe catholique de jeunes CV, Saint-Augustin jeune de la paroisse Notre-Dame de Mabada Bonabéry, 5 000. Christelle Notsawo Fomena, 1 000 francs. Maman Élise, 5 000. Bienfaiteur de Niala, 1 000 francs. Bienfaiteur de Yaoundé, 2 500. Madame Manto, 10 000. Une chrétienne, 10 000. Asobo John, 2 000. Christian Lebandenkop à Yaoundé, 2 000. Famille Kouachou de Bonamoussadi, 5 000. Jen de Yaoundé, 10 000. Famille Zéphirin Sunga, 5 000. Ndolo Djemba, 3 500. Koyota Donso Pelise, 5 000 francs. Nous avons pour le compte de la jeune Barbara un montant de 1 077 500 francs CFA. Très bien. C'est le... Là, c'est le cas de la jeune Barbara, bien entendu. Oui. Il y a également le cas du jeune Dimitri, le jeune âgé de 14 ans qui est affecté par des plaies inguérissables. Nous avons une association du côté de la France qui lutte contre la drépanocytose, qui a fait un don d'un montant de 533 000 francs CFA. Il s'agit de l'association UASCD, Unie contre la drépanocytose, qui a entendu le cri de cœur du jeune Dimitri sur ce plateau et a fait un don de 533 000 francs CFA. Actuellement, les différentes contributions... Il faut déjà noter que Dimitri n'a pas que ces plaies inguérissables, oui. Il est également drépanocytaire. Drépanocytaire, tout à fait. C'est la raison pour laquelle l'association qui lutte contre la drépanocytose a entendu ce cri de cœur et a fait ce don.
Donc, nous allons donc dire à la suite des contributions que Dimitri avait déjà. Nous avons les contributions, à savoir Maman Jeannette 1000 francs, bienfaitrice de Boya 5000 francs, VM 2500, Manu depuis Malabo 5000, Solange Thio 3000, une âme bienfaitrice de Bamenda 60 000, bienfaiteur de Yaoundé et Mombo 2000, Liliane Awansou 2200, DAC 21 100 francs, Tonton Léo à Omnisport 3000, Roméo 3000, SD 1000 francs, Chio Solange 3000, WM 2500, une veuve et enfant de Bamenda 3000, Mama Flobette 1000 francs, Ignace Kamcha Gifo 5000, ce qui fait que nous avons un montant de 941 800 francs CFA pour le cas du jeune Dimitri. Très bien. Et voilà donc ce qui est donc prévu en tout cas pour ces derniers déjà jusqu'ici. Ils sont pris en charge déjà, il faut le rappeler. Oui, ils sont pris en charge dans un hôpital de la place, du côté des 7 collines. Et nous dirons que tout va pour l'instant très très bien. Nous vous remercions déjà chez Bienfaiteur. Nous remercions également l'hôpital qui a pris en charge nos différents cas sociaux parce qu'actuellement le sourire a changé, le visage a changé, la mine a changé. C'est-à-dire déjà que grâce à vos différents dons, grâce aux cris d'appel, grâce aux cris de cœur qui s'effectuent sur ce plateau, nous avons déjà des bonnes choses qui arrivent. D'accord. Les téléspectateurs seront situés sur la situation, la prise en charge en tout cas de ces derniers dans les tout prochains jours. Pour l'instant, nous leur disons davantage merci et puisqu'ils vont continuer à contribuer pour les différents cas, pour d'autres cas également qui sont évoqués et présentés dans le cadre de cette émission Regard Social. Merci à vous. Merci également à vous Flavien et surtout nous rappelons à nos chers bienfaiteurs que les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 22 116, sont les seuls numéros habilités pour recevoir votre don et bien vouloir faire parvenir un message à la suite de vos différents dons afin que nous puissions identifier les bienfaiteurs, les âmes de bonne volonté qui ont bien voulu déposer leurs dons. Merci. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci. Et je voudrais également dire merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette autre édition de Regard Social. Eric Watat, Georges Mitterrand Ndam qui était également là, Cédric Chouna qui assurait notamment le son, bien sûr, de ce programme. Alors, Séverin Tchouba, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, Dani Warenzede, qui est le réalisateur de cette émission. Et merci également au grand public qui est toujours là comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Ndongo. Bonsoir à tous.